Une fille de Virgin Village répare l'avion du président après un crash et lui sauve la vie. Ne touchez pas à cette conduite de carburant, madame. Elle va exploser, cria un garde du corps à travers la tempête. Alors écartez-vous, hurla Imani en rampant sous l'aile fumante. Ses doigts tremblaient au-dessus du tuyau fissuré. Si personne ne bouge cette fuite maintenant, votre président ne sortira pas vivant d'ici. Les secours arrivent, mais il n'a pas quelques minutes de plus. Passez-moi cette clé. Des étincelles jaillirent, le carburant siffla. Elle tourna le métal à main nue, les paumes en sang, jusqu'à ce que la fuite cesse. Derrière elle, une voix faible s'éleva du cockpit. Qui êtes-vous? Elle leva les yeux vers l'homme à moitié inconscient et murmura. Celle qui ne vous laissera pas mourir ce soir, monsieur le président. Quelques heures plus tôt, la nuit était lourde de pluie et de secrets. Le tonnerre grondait au-dessus de Cypress Village, une paisible communauté noire nichée au cœur des terres de Caroline. Dans un petit garage éclairé par une ampoule vacillante, Imani Brown essuyait ses mains sur un chiffon gras. « Allez, ne me lâche pas maintenant », marmonna-t-elle en tapotant le capot d'un vieux camion de ferme. L'odeur d'essence se mêlait à celle de la pluie tandis que les éclairs illuminaient la porte ouverte. Soudain, un grondement résonna au-dessus d'elle, trop bas, trop étrange. Imani redressa la tête, plissant les yeux dans la tempête. Une lueur rouge traversa les nuages, suivie d'un fracas assourdissant qui fit tomber ses outils de l'étagère. Au loin, au-delà des cyprès, des flammes léchaient le ciel. « Seigneur, ayez pitié » souffla-t-elle en attrapant son imperméable. Elle se mit à courir sous la pluie battante, ses bottes s'enfonçant dans la boue tandis que les sirènes hurlaient depuis la place du village. Plus elle approchait, plus le sifflement du carburant en feu devenait fort. Un petit avion, élégant mais brisé, s'était écrasé dans le marais. Des agents en costume noir couraient en tous sens, criant dans des radios mortes. « Reculez! Restez en arrière !» aboya l'un d'eux en la voyant. Imani s'arrêta juste une seconde. « Vous n'allez pas réparer ça avec des fusils » lança-t-elle d'une voix claire, tranchant la pluie. Elle vit immédiatement le problème. Une conduite de carburant déchirée, un nid de fil enchevêtré, de la fumée s'élevant dangereusement près du cockpit. Elle fonça sans attendre. « Madame, c'est trop dangereux. Alors bougez avant que ça n'explose. » Imani se glissa sous l'aile, agrippa une pince brisée, travailla vite, métal contre métal, les étincelles illuminant son visage trempé. Elle arracha une pièce de sa ceinture d'outils, la tordit pour sceller la fuite juste avant que les flammes n'atteignent la zone. À l'intérieur, un homme gémissait, le visage pâle, le costume ensanglanté. « Hé! Vous m'entendez » cria-t-elle. Ses paupières s'ouvrirent faiblement. « Qui êtes-vous » ? Ce n'est pas important. Restez tranquille. Elle força la boucle de sa ceinture coincée avec sa clé à molette, jusqu'à ce qu'elle cède. Il s'effondra dans ses bras, plus lourd qu'elle ne l'imaginait. Les gardes accoururent, appelant les secours, mais l'homme la fixait avec reconnaissance. « Merci » souffla-t-il faiblement. Un éclair illumina son visage, et Imani le reconnut aussitôt. Le président Elijah Ward, le plus jeune chef d'État du pays, moitié idole, moitié mystère. « C'est pas vrai » murmura-t-elle, abasourdie. Les paramédics le transportèrent sur une civière. « Ne parlez de ça à personne. »« Sécurité nationale » ordonna un agent. « Alors la sécurité nationale ferait mieux d'entretenir ses moteurs » répondit-elle sèchement. Avant qu'on ne l'éloigne, Elijah frôla sa main, un geste bref, presque invisible, mais chargé de sens. Plus tard, à l'aube, Imani se tenait seule près des débris. Le vent s'était calmé. Un éclat métallique attira son regard. Un morceau du fuselage, tordu, marqué de rayures étranges. Elle le ramassa, songeuse. Quelque chose clochait. Ce crash n'avait rien d'un accident. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, le président des États-Unis posait la même question. Qui était cette fille qui m'a sauvé la vie? Les secours avaient dressé leur tente dans les champs boueux. Le village, autrefois silencieux, grouillait de lumière et d'agents. Dans une tente, Imani était assise sur une caisse, trempée, les mains couvertes de coupures et de suie. « C'est elle qui l'a sortie de l'avion » chuchota un secouriste. Au fond, Elijah reposait sur une civière, respirant enfin normalement. Son costume déchiré, le front bandé,
ils paraissaient plus humains que présidentiels. Leurs regards se croisèrent un instant. Puis un homme en manteau sombre entra, escorté d'agents. Évacuez tout le monde. Personne ne reste sans autorisation. Monsieur, c'est la jeune femme qui a arrêté la fuite. Elle lui a peut-être sauvé la vie. Non. Imani Brown. Mademoiselle Brown, je suis Marcus Hughes, chef de cabinet. Vous serez remercié officiellement, mais pour l'instant, silence radio, pas d'interview, pas de réseaux sociaux. Monsieur, je n'ai même pas de smartphone, répondit-elle. Un mince sourire traversa son visage de marbre. Parfait. Mais la voix d'Elia retentit. Marcus, laissez-la. Elle reste. Silence total. Marcus obéit. Imani s'approcha, hésitante. Vous devriez vous reposer, monsieur. Vous avez réparé cet avion. Je l'ai rafistolé juste assez pour éviter qu'il brûle, répondit-elle modestement. Il esquissa un sourire. Vous avez fait ce qu'une équipe entière n'a pas pu faire. Votre équipe n'a jamais bossé sous un orage de Caroline, lança-t-elle. Le président éclata d'un rire fatigué, sincère. Quelques heures plus tard, alors que les hélicoptères se préparaient à décoller, Imani resta en retrait. Elia la chercha du regard. Elia Ward, dit-il en tendant la main. Je crois que je le savais déjà, répondit-elle. Imani Brown, ajouta-t-elle en serrant sa main. Je m'en souviendrai, promit-il. Vous m'avez sauvé la vie, mademoiselle Brown. Je n'oublie jamais mes dettes. Le convoi s'éloigna dans la boue, laissant Imani seule, épuisée, tenant toujours dans sa poche le petit éclat de métal au tranchant net. Un détail qui lui rappelait que tout cela n'était peut-être pas un simple accident. Une semaine plus tard, la pluie avait cessé, mais la vie d'Imani Brown avait changé. Son nom circulait discrètement dans les rapports officiels. Une mécanicienne locale sauve la vie du président. Pas de photos, pas d'interview, juste des murmures, jusqu'à ce qu'un SUV noir s'arrête devant son garage. Une femme en tailleur bleu marine en descendit, tablette à la main. Mademoiselle Imani Brown. Imani s'essuya les mains pleines de cambouis et répondit, interloquée. Oui, c'est moi. C'est moi. La femme tendit la main avec un sourire assuré. Je m'appelle Tiana Brox. Le président m'a demandé de vous emmener à Washington. Imani resta figée. Washington. Washington? Répéta-t-elle, incrédule. Tiana hocha la tête. Oui, madame. Il a insisté pour vous remercier publiquement. Vous serez notre invité pendant quelques jours. Imani jeta un regard vers l'entrée du garage, où son père tenait une clé à molette suspendue en l'air. Papa? Thomas Brown haussa un sourcil, puis sourit largement. Vas-y, ma fille. T'as sauvé un président entier. Va voir ce qu'il veut. 2 jours plus tard, l'hélicoptère se posa sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Le cœur d'Imani battait à tout rompre pendant que les agents du secret service la guidaient à travers les couloirs de marbre, brillants comme des miroirs. Tout semblait trop grand, trop silencieux, trop parfait. Elle portait une robe bleue simple que Tiana avait choisie, ses boucles soigneusement tirées en chignon. Pas besoin de jouer les grandes dames, murmura Tiana en attendant derrière les portes du jardin. Reste toi-même. C'est ça qui l'a impressionné. Les portes s'ouvrirent, et le monde bascula. Le jardin des roses grouillait de journalistes, de caméras et de membres du gouvernement alignés en rangs impeccables. Au pupitre se tenait le président Elia Ward, plus calme, plus posé que l'homme qu'elle avait vu blessé dans la tente. Sa voix résonna dans le jardin. Les héros ne portent pas toujours d'uniforme ni d'insigne. Parfois, ce sont simplement des gens qui font ce qu'il faut, même quand c'est dangereux. Il se tourna légèrement, et pour la première fois depuis le crash, leurs regards se croisèrent en plein jour. Mademoiselle Imani Brown, dit-il en lui faisant signe d'approcher. Ses jambes tremblèrent. Elle avança, le cœur battant, tandis que les flashs crépitaient autour d'elle. Elle aurait voulu disparaître sous terre, mais lorsqu'elle l'atteignit, Elia se pencha et murmura. Ne t'inquiète pas, ils font plus de bruit qu'ils n'en valent. Le commentaire lui arracha un sourire. Il lui remit une petite médaille légère comme une pièce, mais lourde de sens. Pour bravoure, sang-froid et service au-delà du devoir. Après la cérémonie, Tiana guida Imani à travers les couloirs de l'aile ouest, la protégeant des journalistes.
Tu passeras la nuit dans la résidence des invités. Le président t'a invité à dîner ensuite. Dîner, avec lui? Demanda Imani, hésitante. Tiana eut un sourire malicieux. T'as réparé un jet en pleine explosion, mais un dîner te fait peur. Le soir venu, dans une petite salle à manger surplombant les lumières de la ville, Elia attendait. Aucune caméra, aucun conseiller. Juste le calme. Mademoiselle Brown, dit-il. Où puis-je dire Imani, maintenant? Imani, c'est bien, monsieur le président. Elia, corrigea-t-il doucement. Du moins pour ce soir. Ils s'assirent face à face, la vapeur s'échappant des plats encore intacts. Un silence chargé de mots non dits flottait entre eux. Vous savez, dit-il lentement, je n'ai pas cessé de penser à cette nuit-là. Vous n'avez pas hésité une seule seconde. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, répondit-elle. Quand quelque chose est cassé, on le répare. C'est comme ça que mon père m'a élevé. Elia sourit. J'aimerais que plus de gens à Washington pensent comme vous. Leur rire brisa la tension, sincère et léger. Mais à travers la fenêtre, un flash attira son attention. Quelqu'un prenait des photos. Elia soupira. Même la gratitude a droit à sa une. Quelques instants plus tard, Tiana fit irruption. Ils ont des clichés. La presse sait déjà que vous avez dîné ensemble. Imani se leva brusquement. Je ne voulais pas causer de problème. Ce n'est pas toi, c'est moi, dit-il en secouant la tête. Je me soucie trop de ce que les gens pensent. Alors qu'elle quittait la pièce, il l'appela doucement. Imani, merci encore. Elle se retourna avec un sourire tranquille. La prochaine fois, vous pourrez me remercier sans caméra. Cette nuit-là, les gros titres envahirent les réseaux. L'invité mystère du président, mécanicienne ou muse. À des kilomètres de là, dans le village, Thomas Brown fixait la télévision. Seigneur, dans quoi ma fille s'est-elle encore embarquée, murmura-t-il. Le lendemain, le soleil remplaça les éclairs de la veille, mais le vacarme médiatique, lui, ne s'éteignit pas. Les chaînes d'infos repassaient en boucle la même séquence, le président riant avec la jeune mécanicienne venue de Caroline. Les commentateurs analysaient tout sa posture, son sourire, ses gestes. Imani, assise dans la résidence des invités, serrait entre ses mains une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. Elle repensait à ce dîner, sa voix, sa chaleur, le regard qu'il posait sur elle. Un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. Tiana entra, tablette sous le bras. Bien dormi. Aussi bien qu'une personne qui fait la une du matin, répondit Imani avec un demi-sourire. Ils passeront à autre chose. Ils passent toujours à autre chose. En attendant, le président veut te montrer quelque chose avant ton vol. Dans le garage souterrain de la Maison Blanche, l'air sentait l'essence et le métal. Des rangées de véhicules gouvernementaux brillaient sous la lumière froide. Elia se tenait près d'une voiture ancienne, une Lincoln Continental noire de 1963, capot ouvert sur un moteur à moitié démonté. Il se retourna en entendant ses pas. « Bonjour, Imani. »« Bonjour, monsieur Lepré. » Elia, rectifia-t-elle avec douceur. Il sourit. « Tu Y connais en moteur. Dis-moi ce qui ne va pas avec celui-là. » Elle s'approcha, observa, puis dit. « Le calage est défaillant. L'allumeur se trompe de rythme. Celui qui a fait l'entretien n'a pas assez écouté. »« Tu l'as juste entendu ?» demanda-t-il, surpris. « J'écoute mieux que la plupart des gens ne parlent, » répondit-elle. Il rit, appuyé contre la carrosserie. « Alors tu comprendras sûrement autre chose. Le bruit autour de nous, les rumeurs, les ragots, les critiques, c'est comme un moteur qui gronde. Si on ne règle pas ça correctement, tout finit par brûler. » Imani planta son regard dans le sien. « Alors peut-être qu'il vous faut un nouveau mécanicien. » Leur rire résonna dans le garage, simple, humain, à contre-courant de ce lieu aseptisé. À l'étage, Marcus Huck fixait l'écran de la vidéosurveillance, la mâchoire crispée. « Elle est toujours là ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Le président a annulé son vol de retour. Il dit qu'elle conseille sur la sécurité mécanique. » Marcus fronça les sourcils. « Il joue avec le feu. Fait établir un périmètre presse. Et aucune fuite. » Pendant ce temps, Tiana accompagnait Imani dans les couloirs, plus amie qu'agent. « Tu as des admirateurs, et,
quelques détracteurs. Je m'en doutais, répondit Imani. Il n'aime pas les filles qui savent manier une clé. Non, il n'aime pas le changement. Et tu en es le symbole. Elles s'arrêtèrent près d'une fenêtre donnant sur le jardin. En bas, Elia saluait des diplomates, le sourire impeccable, mais lointain. Il a l'air calme, dit Imani. En apparence, répondit Tiana. En réalité, il se bat contre les attentes qu'on a de lui. Plus tard dans la journée, Elia rejoignit Imani près de la fontaine. J'ai entendu dire que tu étais devenu célèbre. Infâme, plutôt. Chez moi, il croit déjà que je t'ai épousé. Il rit doucement. Et ce serait un scandale. Elle baissa les yeux, rougissante. Pour vous, oui. Pour moi, je ne sais pas. Un silence tendre et incertain s'installa entre eux. Puis le téléphone d'Elia vibra. Son regard changea. Marcus veut me voir. Des ennuis? Probablement de la politique. Les ennuis en costume. Dans le bureau de Marcus, l'atmosphère était électrique. Monsieur, les gros titres s'emballent, commença Marcus. Les gros titres? Tu veux dire les optiques? La perception? Peu importe la vérité, tant qu'ils voient ce qu'ils veulent, c'est ça? Je parle de stabilité, monsieur. La présence de mademoiselle Brown envoie de mauvais signaux. La presse invente une romance. Nous devons créer de la distance. Elia serra la mâchoire. Vous préférez que je la remercie de loin et fasse comme si elle n'existait pas. Oui, c'est ainsi que le pouvoir survit. Elia se leva lentement. Alors il est peut-être temps que le pouvoir apprenne à vivre. Ce soir-là, de retour dans sa chambre, Imani pliait ses affaires. Sur la commode reposait la médaille, et un mot glissé sous la porte. Reste encore quelques jours. Il y a quelque chose que je veux te montrer avant ton départ. Elle sourit faiblement, touchant le mot comme s'il risquait de disparaître. Dehors, Washington scintillait sous les lumières de la ville, bruyante, éclatante, indomptée. Elle ne savait pas encore si elle avait sa place ici, mais pour la première fois, elle voulait le découvrir. 3 nuits plus tard, Washington brillait comme un diamant sous les projecteurs. Le gala présidentiel de l'Unité nationale était le plus grand événement politique de l'année. Sénateurs, PDG, ambassadeurs, tous réunis pour célébrer une nouvelle loi sur les infrastructures. Ce n'était pas vraiment le genre d'endroit pour une fille de Cypress Village. Mais Imani Brown avait une invitation à son nom. Tiana ajusta la dernière attache de la robe émeraude d'Imani. Une tenue élégante qui miroitait doucement à chacun de ses mouvements. « Tu es magnifique », dit-elle en reculant avec approbation. « Maintenant, respire. »« J'essaie », murmura Imani. « Mais j'ai l'impression d'entrer dans le rêve de quelqu'un d'autre. »« Tu entres dans ton propre histoire, » répondit Tiana. « Souviens-toi seulement, personne dans cette salle ne peut définir ta valeur. » En bas, Elia Ward ajustait ses boutons de manchette, écoutant distraitement Marcus relire ses consignes. Évitez les questions personnelles, réaffirmez votre engagement envers la transparence. Et pas de remarques improvisées. Elia leva finalement les yeux. On dirige un gouvernement ou on joue une pièce de théâtre, Marcus. Marcus se redressa. Monsieur, votre image et votre gouvernance. Alors il est peut-être temps de leur rappeler que je suis encore humain. Lorsqu'il entra dans la salle de bal, la musique s'adoucit. Les caméras le repérèrent instantanément. Chaque tête se tourna, chaque murmure se tut. Jusqu'à ce que quelqu'un remarque la jeune femme à son bras. Imani marchait à ses côtés, cachant sa nervosité derrière un sourire calme. Les lustres se reflétaient dans ses yeux tandis qu'elle observait la mer de robes de créateur et de sourires polis. Elle pouvait sentir le jugement doux, silencieux, tranchant. Monsieur le Président, lança une congressiste d'un ton mielleux. Et voici donc la mécanicienne. La main d'Elia se posa légèrement sur le dos d'Imani. Voici, dit-il posément, mademoiselle Imani Brown, la femme qui m'a sauvé la vie. Un frémissement parcourut la foule. L'orchestre reprit, mais les chuchotements ne cessèrent pas. Près du buffet, Imani tenta de se ressaisir. Elle avait manipulé des clés à molette et des câbles électriques. Mais jamais des coupes de vin ni des insultes déguisées. Vanessa Drie apparut à ses côtés, scintillante dans sa robe argentée. « J'ai entendu parler de vous, dit-elle d'une voix sucrée. Quelle jolie histoire,
n'est-ce pas? Des taches de graisse jusqu'à la roseraie. Imani força un sourire poli. Les contes de fées sont inventés. Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'était réel. Le sourire de Vanessa se fit plus tranchant. Faites attention, ma chère. Les choses réelles ont des conséquences. Avant qu'Imani ne puisse répondre, la voix d'Elia s'éleva à travers la salle. Imani, viens une seconde. Il tendit la main. La foule se tourna tandis qu'elle s'avançait. La musique changea, devenant une valse douce et lente. Elia prit sa main, un geste formel, respectueux, mais indéniablement intime. « Tu es sûr de vouloir faire ça » murmura-t-elle. « J'ai affronté des foules plus dures » répondit-il. « Et puis, tu es plus en sécurité avec moi qu'au buffet. » Elle rit, petit rire nerveux, mais sincère. Et quand il la fit tourner au rythme de la musique, quelque chose changea. Les regards, les murmures, tout s'effaça. Pendant quelques instants, il n'était plus que deux personnes, en mouvement, à l'unisson, hors du monde. Dans la cabine de presse, DeAndre King baissa son appareil photo, intrigué. « Ce n'est pas de la politique, » dit-il doucement. « C'est une connexion. » Depuis le balcon, Marcus observa la scène et marmonna. « C'est un problème. » Plus tard, quand la musique s'éteignit, Elia mena Imani dans un coin tranquille, caché derrière des fougères. « Tu t'en es très bien sorti, » dit-il doucement. « Mieux que beaucoup de gens nés dans ce monde-là. » Elle esquissa un faible sourire. « J'ai quand même l'impression que tout le monde me regarde. » C'est le cas. Mais laisse-les faire. Tu as gagné ta place ici, Imani. Un silence suspendu. Une tension électrique. Puis l'oreillette d'Elia crépita. La voix de Marcus, urgente. « Monsieur, il faut partir. Des photos circulent déjà. Il faut contrôler ça avant que ça explose. » Elia soupira. « Évidemment. » Il se tourna vers Imani. « On dirait que notre conte de fées se termine plus tôt que prévu. » Elle hocha la tête, dissimulant sa déception. « Vous avez un pays à diriger. » Il sourit doucement. « Et toi, un pays à inspirer. » Cette nuit-là, alors que le convoi présidentiel traversait la ville, Elia regardait les lumières clignoter. Dans une autre voiture, Imani était assise à côté de Tiana, faisant défiler son téléphone. Les gros titres étaient déjà là. La mystérieuse mécanicienne du président captive au gala. Amour dans l'aile ouest. Tiana grogna. Ils ne dorment jamais. Imani soupira. Peut-être qu'ils ne devraient pas. Moi non plus, d'ailleurs. Elle regarda la silhouette lumineuse de Washington et murmura pour elle-même. Si je dois faire partie de cette histoire, je ferai en sorte qu'elle vaille la peine d'être racontée. Le lendemain matin, Internet était en feu. Les vidéos du président et d'Imani dansant faisaient le tour de toutes les chaînes. Ralenties, rejouées, analysées image par image. Certains trouvaient cela beau. D'autres criaient au scandale. Dans la résidence des invités, Imani faisait défiler les titres, le cœur lourd. Mécanicienne ou maîtresse. Le plus jeune président d'Amérique perd-il le sens des priorités. Son estomac se noua. Elle jeta le téléphone et fixa la fenêtre. Le soleil se reflétait sur le toit du Capitole, mais la beauté de la ville semblait glaciale. Un coup à la porte. C'était Tiana, un dossier à la main. Ils disent que tu le distrais de son travail. Que ton charme nuit à son image. Imani fronça les sourcils. Son image ? Tout le monde répète ce mot comme s'il valait plus que la vérité. Tiana soupira et s'assit à côté d'elle. Ici, c'est le cas. La perception crée le pouvoir. Tu peux avoir raison et tout perdre si ça a l'air faux. Imani passa une main dans ses boucles. Je n'ai jamais demandé à être une histoire. J'ai juste réparé un avion et sauvé le président. Ce n'est pas rien, lui rappela doucement Tiana. Plus tard dans la journée, Marcus entra dans le bureau ovale sans frapper. « Monsieur, nous avons un problème. » Il posa un dossier sur le bureau. L'opinion publique est divisée. La moitié admire votre proximité avec le peuple. L'autre pense que vous prenez des risques. Vous devez prendre de la distance. Elia ne leva pas les yeux de ses notes. De la distance avec la vérité? Avec elle, monsieur. Elia se pencha lentement en arrière, croisant le regard de son chef de cabinet. Elle n'a rien fait de mal.
Le public se trompe. Le public vote, répondit Marcus. Il croit ce qu'il voit. Vous êtes le président, pas un homme libre de suivre son cœur. Un silence lourd tomba entre eux. Finalement, Elia répondit. Si diriger signifie faire semblant de ne rien ressentir, alors c'est la fonction qui est cassée. Ce soir-là, il retrouva Imani dans le jardin. Le coucher du soleil peignait les roses d'or et de rouge. Elle ne se retourna pas, mais elle avait reconnu ses pas. « Ils veulent que je parte, n'est-ce pas ?» dit-elle calmement. Il expira lentement. « Ils veulent la paix. Et en politique, la paix signifie souvent le silence. » Imani tourna la tête, les yeux brillants. « Et vous, qu'est-ce que vous voulez ?» Il hésita. « Faire ce qui est juste. Mais je ne sais plus très bien ce que c'est. » Son expression s'adoucit. « Vous essayez de réparer tout un pays, Elia. Mais tout ne se resserre pas avec une clé à molette. » Il eut un petit sourire. « Tu rends ça si simple. »« Ce ne l'est pas, » répondit-elle. « Mais la vérité ne l'est jamais. » Cette nuit-là, l'équipe de communication rédigea un communiqué niant toute relation romantique. C'était froid, politique, parfaitement calibré. Elia le lut 2 fois, puis le repoussa. « Non, » dit-il. « Je ne laisserai pas son nom devenir un outil de gestion de crise. » Marcus se massa les tempes. « Alors la presse va continuer à fouiller. »« Qu'il fouille, » répondit Elia fermement. « Je ne mentirai pas pour protéger ma commodité. » Pendant ce temps, dans la résidence des invités, Imani rangeait sa valise. Elle avait déjà pris sa décision, elle devait rentrer chez elle. Washington n'était pas faite pour les gens comme elle. Ceux qui disent les choses comme elles sont et les pensent vraiment. Alors qu'elle fermait sa valise, un coup retentit à la porte. Elia se tenait là. Pas en costume, pas sous les caméras. Juste l'homme derrière le titre. « Tu t'en vas ?» dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Retour à mon monde. Le tien t'attend. » Il fit un pas vers elle. « Je ne veux pas que ça se termine à cause du bruit. »« Ce n'est pas le bruit, » répondit-elle. « C'est l'écho. Dehors, ta vie appartient à tout le monde. La mienne non plus. » Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Elia plongea la main dans sa poche et lui tendit un petit morceau de métal poli, incurvé le même que celui du crash. « Tu as laissé tomber ça, » dit-il. Elle le fixa, surprise. « Je pensais l'avoir laissé derrière moi. »« Tu ne l'as pas fait, » répondit-il calmement. « Et moi non plus. » Imani esquissa un léger sourire. « Alors peut-être que ce n'est pas un adieu. » La voix d'Elia se fit basse, assurée. « Non, juste une pause. » Alors que l'avion la ramenait vers la Caroline, Imani contemplait les nuages. Leur monde s'était de nouveau séparé. Mais quelque chose en elle sentait que tout n'était pas fini. Dans le bureau ovale, Elia tourna le morceau de métal entre ses doigts et remarqua, pour la première fois, une petite entaille nette sur le bord, un signe de sabotage. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas un simple dysfonctionnement. La vérité commençait à émerger, et ni lui ni Imani ne le savaient encore. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Le lendemain matin, la pluie tomba de nouveau sur Washington, plus douce, mais assez dense pour brouiller la vue depuis la fenêtre d'hôtel d'Imani. Elle n'avait pas dormi. L'appel tardif du docteur Patrice résonnait encore dans sa tête. Quelqu'un a touché à cet avion. Assise au bord du lit, elle fit rouler le fragment de métal entre ses doigts. Les bords n'étaient pas aléatoires. Ils étaient gravés, volontairement. Un frisson la traversa. Si c'était bien un sabotage, quelqu'un avait failli tuer Elia et tout le monde accusait la météo. Son téléphone vibra. Tiana. Bonjour, Soleil, lança la secrétaire de presse d'une voix mi-enjouée, mi-inquiète. Ça va? Je vais bien, mentit Imani. Non, répondit doucement Tiana. La presse ne lâche pas. Ils ont ressorti de vieilles photos. Même le nom de ton père est ressorti. On essaie de gérer, mais... Imani se leva brusquement. Mais c'est trop gênant d'avoir une fille du village liée au président. C'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit, protesta Tiana. Tu as le droit de respirer. Peut-être prends un peu de recul. Calme les eaux. À la Maison-Blanche, Elia recevait le même conseil de Marcus. Monsieur, ça devient personnel, dit Marcus en posant une tablette sur le bureau. Les gros titres défilaient. Le passé de la famille du mécanicien du président refait surface.
Il déterre des affaires vieilles de 30 ans. Votre cote de popularité a chuté de 5 points cette nuit. Vous devez créer une distance avant que cela vous définisse. Elia expira lentement. De la distance avec elle. C'est ta solution? C'est la politique, répondit Marcus. Tu le sais mieux que quiconque. La perception, c'est la monnaie du pouvoir. Elia leva les yeux, ferme. Le pouvoir sans vérité, c'est la faillite. La vérité ne fait pas le buzz, répliqua Marcus. Les récits, oui. Elia se leva. Alors je vais commencer à raconter de meilleures vérités. Cet après-midi-là, il la retrouva dans le jardin, debout sous la pluie fine, un parapluie à la main, fixant le bassin. Elle ne se retourna pas quand il s'approcha. « Marcus est venu te voir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita. Il s'inquiète des apparences. Elle rit faiblement, sans joie. Tout le monde s'inquiète des apparences. Personne ne s'inquiète de nous. Il s'approcha davantage, la voix plus basse. Imani, ce n'est pas juste du bruit. C'est une guerre politique. Ils se servent de toi pour m'atteindre. Alors je devrais disparaître? Demanda-t-elle, les yeux dans les siens. Sa gorge se serra. Si c'est ce qu'il faut pour te protéger, peut-être pour un temps. Ses épaules s'affaissèrent, entre blessure et compréhension. Je croyais que tu disais que la vérité comptait plus que la perception. C'est vrai, dit-il. Mais la vérité prend du temps. Et la politique, elle, est toujours pressée. Tu veux que je parte avant de devenir ton fardeau? Je veux que tu restes en vie et entière, répondit-il fermement. S'ils ne peuvent pas m'atteindre, ils viendront pour toi. Le silence pesa lourd entre eux. Enfin, elle hocha la tête. Alors je partirai avant qu'il transforme ça en quelque chose de laid. Il prit sa main. Je te jure que ce n'est pas pour toujours. Ses yeux s'adoucirent. Rien ne l'est jamais. Ce soir-là, elle fit sa valise en silence. La pluie ne cessait pas. Tiana vint l'aider sans trop parler, pliant les vêtements, fermant la valise, puis la serra longuement dans ses bras. « Tu es plus forte qu'il ne le croit », murmura-t-elle. Imani esquissa un faible sourire. « Peut-être. Mais là, je suis juste fatigué. » En bas, Caleb l'attendait près de la voiture. Le chef des services secrets hocha la tête, rare marque de respect. « Madame, dit-il. C'était un honneur. Pour moi aussi, répondit-elle. Prenez soin de lui. Il la regarda droit dans les yeux. Toujours. À la porte d'embarquement, Elia se tenait à l'écart de la foule. Pas de caméra, pas d'assistant, juste lui sous un manteau de pluie. Elle s'avança lentement, le parapluie tremblant dans sa main. Je suppose que c'est le moment où le film se termine, dit-elle doucement. Pas encore, répondit-il. Les films finissent. Pas ça. Ils restèrent silencieux tandis que le tonnerre grondait au loin. Il sortit de sa poche une petite pochette de velours. À l'intérieur, une lettre pliée. Lis-la plus tard, dit-il. Ce sont des mots que je ne pouvais pas dire sans rendre tout ça plus difficile. Les yeux d'Imani s'embuèrent. Tu es vraiment mauvais pour les adieux. Il sourit doucement. Parce que je ne les pense jamais. Des heures plus tard, de retour à Cypress Village, l'air sentait l'huile et la pluie. Thomas Brown accueillit sa fille devant le garage, sans un mot, la serrant dans ses bras d'une étreinte qui disait tout. « Tu n'as pas besoin d'expliquer, » murmura-t-il. Le monde est bruyant. Laisse-le se taire. Elle hocha la tête contre son épaule, reconnaissante pour ce silence. Dans sa chambre, elle ouvrit enfin la lettre d'Elia. « Imani, si le silence est le prix à payer pour te protéger, je le supporterai. Mais sache une chose, la vérité ne disparaît pas. Elle attend. Et quand le vacarme cessera, je reviendrai pour elle, et pour toi. » Elle serra la feuille contre sa poitrine, les yeux brillants. Dehors, les lumières du village vacillaient sous les mêmes nuages qui avaient autrefois porté un avion en chute. Et à Washington, Elia contemplait la fenêtre, tenant dans sa main l'autre moitié du même fragment de métal, le tournant jusqu'à ce que son reflet se brouille dans la vitre. Le monde croyait qu'ils avaient pris des chemins différents. Mais ni l'un ni l'autre ne parvenait à se défaire de cette sensation. Leur histoire venait de tourner une page, pas de se terminer. 2 semaines passèrent. Le village avait retrouvé son rythme. Le ronronnement des vieux moteurs, le doux bruissement des cyprès, et au loin, le chœur de l'église qui répétait le mercredi soir. Imani s'essuya les mains sur un chiffon,
fixant le capot ouvert d'un pick-up. Ce devait être simple, changer une courroie, ajuster un alternateur. Mais son esprit s'évadait sans cesse. Chaque son de l'atelier lui rappelait cette nuit-là le sifflement, les étincelles, le silence avant qu'elle ne répare ce que personne d'autre ne pouvait sauver. Thomas Brown s'adossa au cadre de la porte, la regardant travailler. Ce moteur n'a pas besoin qu'on le fixe autant du regard, plaisanta-t-il. Elle esquissa un léger sourire. Je pensais à lui, dit-il doucement. Elle ne le nia pas. Tu as déjà réparé quelque chose si bien qu'il ne t'appartient plus après? Il s'approcha et posa sa main calleuse sur son épaule. Ma fille, réparer ne veut pas dire garder. Parfois, tu répares ce que le monde a brisé, puis tu le laisses aller là où il doit être. Elle hocha la tête, feignant que la brûlure dans ses yeux venait simplement de l'odeur d'huile. Ce soir-là, elle s'assit sur le porche, sous la large lune de Caroline. Les grillons chantaient. Le monde semblait trop immobile. Son téléphone vibra, une alerte d'actualité. Le président Ward s'adresse au sommet économique, chaque citoyen mérite d'être vu. Elle relut la phrase. Il parlait à des milliers de personnes, mais, étrangement, elle eut l'impression qu'il s'adressait à elle. À Washington, Elia se tenait devant sa fenêtre, la cravate défaite. Les lumières de la ville s'étendaient en dessous de lui, comme un circuit électrique. Il venait de terminer son discours, celui que Marcus avait aidé à rédiger, sans parvenir à en effacer toute l'émotion. Chaque ligne parlait d'inclusion, de visibilité, d'honnêteté, autant de manières détournées d'évoquer elle, sans prononcer son nom. Caleb entra discrètement. L'équipe de sécurité est libérée pour la nuit, monsieur. Elia hocha la tête. Merci. Caleb hésita. Pour ce que ça vaut, elle va bien. L'un des agents sur place a de la famille près de sa ville. Elia se tourna, surpris. Tu t'es renseigné? Caleb haussa les épaules. Difficile de dormir quand on sait que le cœur du président bat à 200 miles d'ici. Elia esquissa un sourire. Ce n'est pas dans ta fiche de poste. Pas plus que de te voir tomber amoureux d'une mécanicienne, répondit Caleb avant de sortir, échappant ainsi à la réprimande. Elia soupira longuement. Pour la première fois depuis des semaines, il rit doucement, sincèrement, fatigué. Pendant ce temps, la docteure Patrice Monroe se tenait sous la lumière bleutée de son laboratoire, fixant les résultats sur son écran. Les analyses métallurgiques ne mentaient pas. Le composant défaillant dans le jet présidentiel avait été remplacé avant le vol. L'échange correspondait à un schéma de falsification déjà repéré dans d'autres maintenances, toutes reliées à des signatures numériques associées au code de sécurité du chef de cabinet de la Maison-Blanche. Elle se frotta le front, murmurant. « Pourquoi, Marcus? Que essayais-tu de prouver ?» Elle prit son téléphone et appela la ligne privée du président. Messagerie. Elle laissa un message. « Monsieur le Président, ici le docteur Patrice Monroe. Je crois avoir trouvé le lien. Il faut qu'on parle en personne, en privé. N'incluez pas Marcus pour le moment. Cette affaire dépasse tout ce qu'on pensait. » Elle hésita avant de raccrocher, son instinct en alerte. Elle avait déjà travaillé avec des politiciens, mais cette fois, cela semblait personnel, comme si quelqu'un jouait une partie d'échecs avec des vies humaines. Au village, Imani se réveilla avant l'aube. Elle avait rêvé d'Elia, pas de l'homme en costume et à la une des journaux, mais de celui qui tenait une lampe torche avec elle sous la pluie, les mains tremblantes d'adrénaline. Elle arriva tôt à l'atelier. Le monde était encore silencieux, rythmé seulement par le cliquetis du ventilateur de plafond et le bourdonnement de la radio. Elle reprit le morceau de métal, toujours rangé dans son tiroir à outils. Il était devenu son encre, la preuve que quelque chose d'inachevé demeurait. Une voix la fit sursauter. « Tu penses encore à ce morceau d'avion ?» Elle leva les yeux. DeAndre King se tenait sur le seuil, un sac photo sur l'épaule et ce demi-sourire de journaliste au coin des lèvres. « Comment tu m'as trouvé ?» demanda-t-elle. « Curiosité et persévérance, répondit-il. Je fais un suivi sur le crash. Je me suis dit que tu aurais peut-être quelque chose à dire maintenant que le vacarme est retombé. J'ai déjà tout dit. Alors laisse-moi parler, répliqua-t-il. Quelqu'un a falsifié les registres de maintenance du jet. J'ai des pistes, mais pas de preuves. Imani se figea. Qui t'a dit ça? Il pencha la tête, un sourire discret. Toi, à l'instant. Son cœur accéléra. Si tu veux juste faire des gros titres, retourne à ton studio.
Il leva la main. Pas cette fois. Je ne cherche pas des clics. Je cherche la vérité. Il y a une différence. Elle le scruta longuement, puis sortit une carte de sa poche. Docteur Patrice Monroe, dit-elle. Elle en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Appelle-la, mais prudemment. De André hocha la tête, glissant la carte dans sa veste. Tu me fais vraiment confiance? Non, répondit-elle. Mais je fais confiance à la justice. Parfois, c'est tout ce qu'on a. À Washington, Elia rappela enfin Patrice. Dès qu'elle décrocha, il alla droit au but. Dis-moi ce que tu as trouvé. Sa voix était grave. Des preuves de substitution. Des traces numériques reliées aux identifiants de ton propre personnel. L'équipe de Marcus a géré la dernière inspection. Le ventre d'Elia se serra. Tu en es sûr? Je ne spécule pas, monsieur le président. Je prouve. Il se pinça l'arête du nez. Garde ça entre nous pour l'instant. Je veux tout voir avant d'agir. Sois prudent, prévint-elle. Celui qui a fait ça est intelligent. Il ne voulait pas te tuer. Il voulait te contrôler. Quand l'appel se termina, Elia resta immobile, le poids de la trahison lui tombant dessus. Son regard glissa vers le bureau où reposait une photo. Imani riant dans le jardin des roses, la lumière accrochée à ses cheveux. Le souvenir lui fit mal, mais le renforça aussi. Si Marcus avait vraiment orchestré cela, ce n'était pas qu'une question de pouvoir, c'était une tentative de faire taire la vérité, celle-là même qu'Imani lui avait appris à défendre. Il murmura. Tu avais raison, Imani. Réparer ne veut pas dire garder. Mais cette fois, je vais réparer ce qui m'appartient. Cette nuit-là, à des centaines de kilomètres de distance, 2 lumières restèrent allumées tard. L'une dans un petit garage de Caroline, l'autre dans le bureau ovale. Ni Imani ni Elia ne trouvèrent le sommeil. Tous deux attendaient le moment où le silence se briserait enfin. Et à plusieurs kilomètres de là, dans un appartement tranquille de Georgetown. Marcus Hughes se versa un verre et alluma la télévision, un sourire narquois aux lèvres devant les gros titres qu'il avait tant travaillé à contrôler. Toujours inconscient du fait que le mur qu'il avait soigneusement bâti commençait à se fissurer. Le lendemain matin, la Maison-Blanche bourdonnait de l'illusion d'une journée normale. Le ronronnement des imprimantes, les assistants tapant sur leurs claviers, les journalistes arpentant les grilles extérieures. Mais à l'intérieur de l'aile ouest, la tension était si forte qu'on aurait pu la trancher au scalpel. Le président Elia Ward n'avait pas dormi. Le dossier de Patrice Monroe reposait sur son bureau, un dossier estampillé confidentiel, ingénierie médico-légale. Il l'avait lu 3 fois, et à chaque lecture, ses mains tremblaient un peu plus. La dernière autorisation de maintenance avant le décollage portait une signature numérique. Monsieur Hughes, son chef de cabinet. L'homme même qui avait insisté sur le fait que le crash était dû à la foudre. Elia posa le dossier juste au moment où Caleb entra discrètement. « Monsieur, vous vouliez me voir ?» Elia lui fit signe de fermer la porte. « Caleb, tu es dans ce métier depuis 15 ans. Tu sais à quoi ressemble une inspection de routine, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » répondit Caleb en fronçant les sourcils. « Parfait. Parce que celle-ci ne l'était pas. » Il fit glisser le dossier sur le bureau. « Regarde l'horodatage. » Caleb feuilleta les pages, examinant les registres de maintenance. Il s'arrêta net devant l'identifiant d'accès. « Monsieur, c'est le code de dérogation de Marcus. » Elia hocha la tête, grave. « Et l'autorisation a été émise 3 heures avant notre vol. Sans vérification secondaire. » La mâchoire de Caleb se crispa. Ce n'est même pas censé être possible. Son autorisation ne couvre pas les opérations de vol, à moins que quelqu'un ne les modifie. Exactement, dit Elia. Ils restèrent silencieux un long moment. Puis Caleb reprit. Monsieur, si c'est vrai, cela signifie sabotage volontaire, au sein même de votre équipe. Je sais, répondit Elia en le fixant. Et si je dois affronter ça, je le ferai à la lumière du jour. Dans les sous-sols du Bureau fédéral d'examen aéronautique. La docteure Patrice Monroe remonta ses lunettes sur son nez tout en revérifiant ses notes. On l'avait convoquée à une réunion privée à la Maison-Blanche. Et même si elle avait déjà travaillé avec des sénateurs et des généraux, celle-ci avait un poids particulier. À son arrivée, le président en personne ouvrit la porte. « Docteur Monroe, dit Elia, merci d'être venu si rapidement. Je ne me déplace pas à la dernière minute,
Sauf si c'est important, répondit-elle sèchement en posant sa mallette. Il esquissa un léger sourire. Alors je vous promets que cela en vaut la peine. Pendant 2 heures, ils passèrent les preuves en revue, ligne par ligne. Patrice expliqua la substitution mécanique. Une pièce contrefaite installée pour imiter l'original. Conçue pour tomber en panne juste assez pour provoquer un atterrissage d'urgence, pas une explosion. Celui qui a fait ça ne cherchait pas à vous tuer, dit-elle doucement. Il voulait provoquer une peur. Quelque chose qui ébranle la confiance du public. Elia se laissa aller contre le dossier de sa chaise, absorbant ses paroles. Et je suppose que la personne qui a signé l'autorisation savait parfaitement ce que cela signifiait. Le visage de Patrice se durcit. Monsieur le Président, peu importe le rang de cette personne. Ce genre de manipulation est criminel. Mais politiquement, c'est du poison. Si vous exposez cette vérité, vous risquez d'emporter toute votre administration dans la tempête. Il acquiesça lentement. Alors que la tempête vienne. Pendant ce temps, dans l'aile des communications, Tiana Brox esquivait les journalistes comme un boxeur esquive les coups. Tous voulaient des déclarations fraîches sur le mécanicien du président ou sur d'éventuelles tensions internes. Son téléphone vibra, un message sécurisé du président. Mettre en pause toutes les questions sur le crash. Je parlerai à midi. EW. Tiana écarquilla les yeux. Midi, il lui restait 2 heures. Elle se précipita dans le bureau de Marcus Hughes, tablette à la main. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président prépare-t-il une allocution sans t'en informer? Marcus ne leva même pas les yeux de son écran. Il est émotif ces derniers temps. Il a besoin de se rappeler ce qu'est le protocole. Le protocole? Répliqua-t-elle. Tu veux dire le contrôle? Il leva enfin les yeux, calme et condescendant. Mademoiselle Brox, la loyauté nécessite une hiérarchie. Vous êtes ici depuis assez longtemps pour le savoir. La hiérarchie ne signifie pas la tromperie, lança-t-elle sèchement. Et si tu caches quelque chose, je te conseille de le régler avant que ce soit ça qui te règle. Le regard de Marcus se durcit. Attention, Tiana. Les murs ici ont de la mémoire. Elle tourna les talons, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Quelque chose dans son ton confirma ses soupçons. Marcus ne se contentait pas de gérer le récit, il le manipulait. À midi, Elia monta sur le podium de la Maison-Blanche. La salle de presse vibrait de tension. Les caméras clignotaient comme 1000 yeux ouverts. Il commença calmement. Il y a 2 mois, j'ai failli perdre la vie dans un crash aérien. On m'a dit que c'était à cause du mauvais temps. Mais de nouvelles preuves indiquent le contraire. Un murmure parcourut la salle. Elia continua, d'une voix ferme. J'ai ordonné une enquête interne complète. Personne, pas même ceux qui me sont les plus proches, n'est au-dessus de la responsabilité. Marcus, debout sur le côté, se figea, la mâchoire serrée, le regard noir. Je tiens aussi à remercier ceux qui ont poursuivi la vérité, même quand cela n'était pas commode. Des personnes comme la docteure Patrice Monroe, et oui, mademoiselle Emani Brown, de Cypress Village, dont le courage, cette nuit-là, a déclenché une chaîne d'honnêteté qui se poursuit aujourd'hui. Les flashs crépitèrent. Les journalistes crièrent des questions, mais Elia leva la main. Cette administration ne gouvernera pas selon les apparences. Elle gouvernera selon la vérité. Puis il quitta le podium. Dans les coulisses, Marcus le rattrapa. « Monsieur, qu'est-ce que c'était que ça ?»« Une déclaration, » répondit Elia froidement. « Vous venez de ruiner des mois de communication contrôlée. Vous vous rendez compte de l'image que ça donne ?» Elia se retourna face à lui. « Oui. Ça donne l'image d'un leader. » Le masque de Marcus se fissura pour la première fois. « Vous ne savez pas ce que vous faites. »« Oh, je crois que si, » répondit Elia calmement. « Je fais le ménage. » 2 agents de sécurité apparurent, Caleb parmi eux. « Monsieur Hughes, » dit Caleb. « Nous avons besoin de vos badges d'accès. »« Vous êtes sérieux ?» En attendant l'enquête, oui. Voyant qu'il ne gagnerait rien à résister, Marcus retira son badge, le posa sur la table et quitta les lieux sans un mot. Des heures plus tard, Elia était seul dans le bureau ovale. Le soleil couchant teintait les rideaux d'un orange profond. Le dossier de Patrice restait ouvert, à côté d'une photo d'Emani. Il murmura. « Tu as tout déclenché avec une clé et une étincelle, et d'une façon ou d'une autre,
tu es encore la raison pour laquelle je tiens debout. Il prit le téléphone, hésita un instant, puis composa un numéro. Au troisième appel, une voix familière, douce et incertaine répondit. « Elia ?» Il ferma les yeux. Rien que d'entendre son nom le ramena à lui. « Je ne pensais pas que tu appellerais, » dit-elle doucement. « J'aurais dû le faire plus tôt, » répondit-il. « Tu avais raison à propos de la vérité. Elle répare plus que les moteurs. » Un long silence suivit. Puis, pour la première fois depuis des semaines, elle rit doucement. « Alors, ça veut dire que le monde commence enfin à écouter ?» Elia sourit. Il est sur le point de le faire. Dehors, les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière la ligne d'horizon de Washington. La lumière avait changé et tout le reste aussi. La nuit était calme à Cypress Village. Un léger bourdonnement de grillons emplissait l'air, interrompu parfois par le croassement d'une grenouille dans les marécages. Imani était assise sur le porche, un verre de thé glacé sucré à côté d'elle et un carnet sur les genoux. Les lumières du garage s'étaient éteintes depuis des heures, mais elle n'arrivait pas à dormir. Du bout des doigts, elle retraçait les mots qu'Elia avait écrits dans sa dernière note. La vérité ne disparaît pas. Elle attend. Elle les murmura doucement, comme une prière. Son téléphone, posé face contre table, se mit à vibrer. Numéro inconnu. Elle hésita à répondre, mais quelque chose dans son instinct, le même qui l'avait poussé à courir vers cette carcasse en flammes, quelques semaines plus tôt lui souffla de décrocher. Allô ? Un silence, puis une voix, calme et précautionneuse. Imani, c'est moi. Son souffle se coupa. Elia, j'espère que je ne t'ai pas réveillé. Non, dit-elle doucement. Je ne dormais pas. Moi non plus. Quelques secondes s'écoulèrent sans un mot. La distance entre eux semblait à la fois immense et minuscule. Le bourdonnement du porche en Caroline se mêlant au silence feutré d'un bureau à Washington. J'ai vu ta conférence de presse, dit finalement Imani. Tu avais l'air différent. Honnête, courageux, se reprit elle. Et peut-être un peu fatigué. Elia rit doucement. Un peu des deux, je crois. Dans le bureau ovale, Elia s'appuyait contre son bureau, la cravate desserrée, le téléphone à l'oreille. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par la lampe de son bureau. Tu as dit la vérité au monde, reprit-elle. Je ne pensais pas que les politiciens faisaient encore ça. Peut-être que j'ai arrêté d'en être un, répondit-il. Au moins pour quelques minutes. Il y avait dans son silence une chaleur, une compréhension sans jugement. Ta voix me manquait, dit-il doucement. Ma voix ? Oui. Quand tu me parles comme si je n'étais qu'un homme, pas un titre. Imani esquissa un sourire triste. C'est tout ce que tu as toujours été pour moi. Sa voix trembla, et il l'entendit. Ils ont sali le nom de mon père, Elia. Ils l'ont traité de criminel parce qu'il a marché pour ses droits. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Si, murmura-t-il. Pas de la même manière, mais je sais. Chaque fois que je parle, quelqu'un attend que je tombe, que je sois trop audacieux, trop émotif, trop humain. Toi et moi, on n'est pas si différents. Elle déglutit difficilement. On dirait que tu essaies encore de me convaincre de quelque chose. Peut-être bien, répondit-il. Ce nous n'a pas à finir dans le silence. Imani leva les yeux vers le ciel clair où les étoiles scintillaient sans fin. Tu es à Washington, moi ici. Comment exister entre ces deux mondes? En refusant de les laisser dire qu'on ne peut pas, répondit-il. Imani, je me fiche de ce qu'ils écrivent. Ce que je ressens n'est pas politique. C'est réel. Sa gorge se serra. Tu n'es pas censé dire ça, monsieur le président. Alors il est peut-être temps que je sois plus que ça. À des kilomètres de là, dans une salle de rédaction faiblement éclairée, DeAndre King relisait pour la 10e fois le rapport de Patrice Monroe. Les preuves étaient irréfutables, journaux falsifiés, empreintes numériques de Marcus Hughes, et une série d'autorisations de sécurité détournées qui ne pouvaient indiquer qu'un acte de manipulation délibérée. Il se massa les tempes, pensif. Tu voulais une histoire, DeAndre? Eh bien, en voilà une qui peut te ruiner, ou te sauver. Son téléphone vibra. Patrice. Dis-moi que tu es prête, dit-elle sans détour. Je le suis, répondit-il. Mais je ne balance pas ça comme une rumeur. Ça sortira propre, documenté, avec chaque source vérifiée. Bien, répondit Patrice. Alors peut-être que la vérité a encore une chance dans cette ville.
De André esquissa un sourire. Ce sera diffusé demain matin. Le monde va enfin savoir jusqu'où allait la loyauté de Marcus Hugues. Sur le porche, la conversation entre Elia et Imani prit un ton plus doux. Tu penses encore à cette nuit? Demanda-t-elle. Chaque jour, répondit-il. La pluie, l'odeur de la fumée, tes mains couvertes de cambouis. Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu as dit, bouge pas. Je gère. Elle rit doucement. Toi, le calme? Tu tremblais. Je ne tremblais pas, répondit-il avec un sourire. J'étais vivant. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était plein. Apaisant. Elia, demanda-t-elle enfin, pourquoi Marcus a fait ça? Pourquoi risquer ta vie juste pour simuler une urgence? Je ne pense pas qu'il voulait blesser qui que ce soit. Il voulait juste prouver qu'il pouvait tout contrôler, même le destin. Il croyait que me protéger, c'était te tenir à distance. Des gens comme moi? Des gens honnêtes, dit-il doucement. Ceux qui me rappellent qui je suis vraiment. Son cœur se serra. Alors peut-être qu'il t'a rendu service. Parce que maintenant, tu vois enfin le monde que tu diriges. Oui, dit-il. Et je veux le changer. Aux premières lueurs du matin, le monde découvrit le titre que De André avait préparé toute la nuit. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche lié à la falsification des journaux d'entretien d'un avion. Enquête exclusive de André King, vérifiée par des ingénieurs fédéraux. Au lever du soleil, chaque chaîne diffusait la nouvelle. Marcus Hugues avait démissionné, en attendant les résultats de l'enquête. Assise à son bureau, 2 cafés devant elle, Tiana regardait défiler le bandeau d'infos. Elle poussa un long soupir, entre incrédulité et soulagement, puis sourit. Pour une fois, la vérité avait dépassé la manipulation. Elle envoya un message à Elia. « Tu as fait ce qu'il fallait. Elle sera fière. » Au même moment, le téléphone d'Imani vibra. Une notification. Elle l'ouvrit, et resta figée. Ses mains tremblaient en lisant le titre. Une seconde plus tard, son téléphone sonna. « Tu l'as vu ?» dit Elia, la voix basse. « Oui. » C'est sorti. Plus de mensonges. Plus d'ombre. Imani inspira profondément, les larmes aux yeux. « Tu l'as vraiment fait. »« Je te l'avais dit, » répondit-il. « La vérité attend. Mais pas pour toujours. Alors peut-être qu'il est temps que j'arrête d'attendre, moi aussi, dit-elle. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je veux dire que j'en ai fini de me cacher. Si je fais partie de cette histoire, je veux y tenir ma place la tête haute. Je veux aider, Elia. Peut-être pas à la Maison-Blanche, mais quelque part où ça compte. Il sourit, épuisé mais sincère. Tu le fais déjà. Mais si tu veux dire ce que je pense, reviens en ville. Écrivons la suite ensemble. Elle hésita. Et le monde? Qu'il parle, répondit-il simplement. Moi, j'ai fini de l'écouter. L'appel se termina, non par un mot, mais parce que l'aube se levait des 2 côtés de leur monde. La lumière dorée s'étendant sur les champs de Caroline, la même lumière caressant les marches de marbre du Capitole. Pour la première fois depuis le crash, tous 2 ressentirent une forme de paix. La vérité était sortie. La distance se réduisait. Et même sans le dire, ils le savaient. Leur histoire n'était plus celle de la survie. C'était celle d'un nouveau départ. Le lendemain de la diffusion, Cypress Village vibrait d'une agitation qu'on n'avait plus vue depuis le crash. Les voisins se retrouvaient près du café, discutant autour de tasses fumantes. « T'as vu ça ?» lança un homme. Le président, ce gars de la ville, il a dit la vérité, en direct. Et quelqu'un ajouta fièrement. « Cette fille du garage Brown, c'est elle qui a tout commencé. » Imani ne resta pas pour écouter la suite. Derrière l'atelier, elle resserrait des boulons sur une moto. Le soleil tapait déjà fort sur ses épaules. Mais peu importe combien elle travaillait. Le bruit des titres ne la quittait pas. La Maison-Blanche confirme un sabotage. Le chef de cabinet démissionne. Ses mains s'immobilisèrent. Le moteur devint flou sous ses yeux. Elle posa la clé, s'appuya sur l'établi, et laissa échapper un souffle tremblant. Elle avait voulu la vérité. Maintenant, elle l'avait, et elle pesait plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Son père sortit, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Ça va, ma fille ?» « Oui, » répondit-elle doucement. « Je pense juste à la vitesse à laquelle tout change. » Thomas hocha la tête. « C'est la vie.
Un jour tu répares des tracteurs, le lendemain, c'est l'avion du président. Elle sourit faiblement. Sauf que je n'ai pas encore réparé ce qui est brisé entre nous. Il lui lança ce regard long et silencieux que seuls les pères savent donner. Alors peut-être que c'est ce qu'il faut réparer maintenant. Ce soir-là, longtemps après le coucher du soleil, des phares apparurent au bout de la route de terre. Thomas leva les yeux depuis le porche. « Tu attends quelqu'un » Imani fronça les sourcils. « Non. » La voiture s'arrêta. Noire, élégante, inconnue. La portière passager s'ouvrit, laissant apparaître une silhouette grande, vêtue d'un simple manteau bleu marine. Pas de cortège, pas de gyrophare. Juste un homme, le regard fatigué, mais décidé. « Elia » murmura-t-elle. Les sourcils de son père se haussèrent. « Eh bien, ça alors ?» Il observa l'agent des services secrets qui suivait discrètement. « J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. » Caleb Jackson retira ses lunettes de soleil et salua respectueusement. « Monsieur Brown. Mademoiselle Brown. Le président est ici pour une visite personnelle. Dans ce cas, il peut marcher comme un homme ordinaire, dit Thomas, les bras croisés, sans hostilité toutefois. » Elia esquissa un sourire. « C'est exactement ce que je compte faire. » Il monta lentement les marches. La lumière du porche révélait la fatigue sur son visage, les nuits sans sommeil, mais aussi quelque chose de plus doux, le soulagement. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit Imani. « Je ne pensais pas pouvoir rester loin, » répondit-il. Ils restèrent un instant immobiles, incertains de qui devait parler en premier. L'air entre eux était chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas dit au fil des appels et des gros titres. Thomas se racla la gorge. « Vous avez besoin d'un peu d'intimité, on dirait. » Imani lui lança un regard, puis se tourna vers Elia. « Peut-être un peu, oui. » Son père hocha la tête. « Je serai dans la maison. N'oublie pas que ce vieux porche craque toujours quand quelqu'un ment. » Quand la porte moustiquaire se referma derrière lui, Elia poussa un long soupir. « J'avais oublié à quel point c'est calme ici. Pas de caméra, pas de journaliste, juste les grillons, dit-elle. Eux, ils s'en fichent de qui tu es. » Il eut un sourire discret. Peut-être que c'est pour ça que ça m'avait manqué. Ils s'assirent côte à côte sur la vieille balançoire du porche. Elle grinça doucement sous leur poids, comme autrefois, quand sa mère la berçait pour l'endormir. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Seul le cliquetis régulier des chaînes et la quiétude partagée de deux âmes se souvenant de ce que c'est que le réconfort. Finalement, Imani rompit le silence. « Tu as trouvé la vérité. C'est ce que tu avais dit que tu ferais. »« Je n'aurais pas pu sans toi, » répondit-il. « Tu as été la première à ne pas détourner le regard du désastre. » Elle sourit tristement. « Je n'étais pas courageuse. J'avais peur. J'ai juste fait ce que je pouvais. »« C'est ça, le courage, » dit-il. Leurs regards se croisèrent, et dans ce bref instant, tout ce qu'ils avaient retenu, la peur, la fierté, la distance, sembla se dissoudre dans l'air chaud de la Caroline. « Je t'ai blessé, » dit Elia d'une voix basse. « Quand j'ai laissé les autres me convaincre de me taire, je croyais te protéger. En réalité, je ne protégeais que moi-même. » Imani secoua la tête. « On avait tous les deux peur. Toi de perdre ton image, moi de perdre ma place. Je ne voulais pas devenir l'histoire de quelqu'un. Je voulais juste rester moi. » Il effleura ses doigts des siens. « Alors sois toi. Le monde peut bien s'adapter. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Tu ne peux pas dire ça comme si c'était facile. »« Ce ne l'est pas, » répondit-il. « Mais la vérité ne l'est jamais. Tu me l'as appris. » Un léger sourire tira ses lèvres. « Je t'ai aussi dit de ne pas bouger pendant que je réparais ta conduite de carburant. Et je t'ai écouté, » dit-il avec un sourire. « Pour la première fois de ma vie. » Leur rire se mêla au bruit de la nuit doux, sincère, apaisant. De l'intérieur, Thomas jeta un coup d'œil discret à travers la porte moustiquaire. Les voyant assis proches l'un de l'autre, il sourit pour lui-même. Il était temps, marmonna-t-il. Caleb, posté discrètement près de la voiture, croisa son regard et hocha la tête, professionnel, mais approbateur. Sous la lueur de la lune, Elia reprit d'un ton plus grave. « Je pensais ce que j'ai dit au téléphone, Imani. Je ne veux plus te cacher. Ni derrière la politique, ni derrière la peur. Mais je sais aussi ce que cette vie coûte. Tu ne me dois pas ta paix. » Elle le scruta longuement, voyant au-delà du calme,
la fatigue d'un homme qui avait affronté des nations, et qui, ce soir, ne demandait qu'un pardon. Tu ne m'as pas volé ma paix, dit-elle doucement. Tu l'as juste rendue plus bruyante. Il fronça légèrement les sourcils. Comment ça? Quand tu es entré dans ma vie, mon monde est devenu plus grand. Et quand tu es parti, il n'a pas rétréci. Il est juste devenu trop silencieux. Mais j'avais besoin de ce silence pour me souvenir de qui j'étais avant tout ça. Il hocha lentement la tête. Et c'était qui? Une fille qui répare les choses, répondit-elle avec un sourire tremblant. Même quand elles sont trop grandes, trop abîmées, ou trop au-dessus de son salaire. Il sourit à son tour. Alors peut-être que tu peux m'aider à réparer quelque chose d'autre. Quelque chose de durable. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il glissa la main dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe qu'il posa sur la rambarde du porche. À l'intérieur, un document à en-tête officielle. Une proposition pour une initiative nationale de technologie rurale, un partenariat entre le gouvernement et les communautés locales pour former de jeunes ingénieurs. Ton idée, dit-il. Tu te souviens? Tu avais dit que les villages comme le tien avaient plus de mains que d'outils. Eh bien, maintenant, ils auront les deux. Les yeux d'Imani s'agrandirent. Tu as fait ça? Nous l'avons fait, corrigea-t-il. Patrice, Tiana, Caleb, tous ont aidé à le rédiger. Et je leur ai dit, ça n'arrivera pas si son nom n'est pas dessus comme cofondatrice. Elle resta sans voix. Elia parla doucement. C'est ton héritage, Imani. Pas parce que tu as sauvé un président, mais parce que tu n'as jamais cessé de croire en ce qui est possible. Des larmes glissèrent sur les joues d'Imani avant qu'elle ne puisse les retenir. Tu n'étais pas obligé de faire ça. J'en avais envie, répondit-il doucement. Tu as réparé une machine, mais tu as aussi réparé quelque chose en moi. Je veux passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne doutes plus jamais de ta valeur. Le porche était silencieux, l'air embaumait la pluie et la fleur de magnolia. Elia, murmura-t-elle. Il tendit la main, essuyant une larme du bout du pouce. Je ne te demande rien ce soir. Ni promesse, ni titre. Juste une chose, une vérité entre nous. Que ce qu'on ressent est réel, et qu'on le protégera comme il faut. Elle hocha la tête, incapable de parler. Puis, alors que la balançoire grinçait doucement, elle se pencha et l'embrassa. Ce n'était ni dramatique, ni précipité. C'était lent, sincère, comme deux âmes qui enfin expirent après avoir retenu leur souffle trop longtemps. Quand ils se séparèrent, elle posa son front contre le sien. Plus de secrets, dit-elle. Plus de silence, promit-il. Plus tard, quand Elia se leva pour partir, Thomas revint sur le porche. Vous repartez déjà, monsieur le président? Elia sourit. Juste Elia, ce soir, monsieur. Thomas le dévisagea un instant, puis hocha la tête. Vous êtes le bienvenu ici, tant que vous venez avec du respect, pas avec des caméras. Oui, monsieur, répondit Elia avec sincérité. Tandis que la voiture s'éloignait, Imani resta sur le porche, ses doigts effleurant la lettre du nouveau programme. Pour la première fois depuis le crash, elle se sentit en paix, comme si ce qui était brisé en elle venait enfin de se réaligner. Derrière elle, la nuit vibrait du chant des grillons, et le vent portait encore l'écho lointain de sa promesse. Il reviendrait non pas comme l'homme qu'elle avait sauvé, mais comme celui qui avait enfin appris à l'aimer à voix haute. 3 jours après la visite discrète d'Elia à Cypress Village, l'attention du monde se tourna de nouveau vers Washington DC. La capitale paraissait inchangée, marbre poli, costume impeccable, caméra incessante. Mais quelque chose, en dessous, avait bougé. Pour la première fois depuis des mois, le président ne se cachait plus derrière des discours préparés ou des sourires calculés. Il était rentré chez lui avec la paix d'un homme qui avait enfin cessé de mentir, aux autres et à lui-même. Tiana Brox l'attendait devant le bureau ovale, tablette dans une main, café dans l'autre. Tu sais que les chaînes de télé sont prêtes à te crucifier ou à te couronner. Hein? Lança-t-elle d'un ton sec. Elia esquissa un sourire. Comme presque tous les matins. Pas comme celui-ci, répliqua-t-elle. La vérité est sortie sur Marcus. L'enquête t'a blanchi, mais le public est perdu. Ils ont besoin d'une direction. D'un récit clair, pas juste d'un scandale qui s'efface. Et c'est ton domaine, ça, dit-il. Tiana haussa un sourcil. Le nôtre. Toi, tu es le visage. Moi, la voix. Mais il nous faut les bons mots.
Des mots qui ne cachent pas le cœur de toute cette histoire. Et c'est quoi, ce cœur? Demanda Elia. Elle inclina la tête. Une fille avec une clé à molette a sauvé le président des États-Unis et lui a rappelé qu'il était humain. Voilà l'histoire. Si tu dis cette vérité-là, tu ne perds pas. Tu diriges. Il acquiesça lentement. Alors, faisons-le. Cet après-midi-là, une voiture familière franchit les grilles de la Maison Blanche. Imani était assise à l'arrière, le ventre noué, le cœur battant comme des ailes de papillon. Elle portait une tenue simple, chemisier bleu marine, pantalon repassé, sans bijoux à part le petit médaillon d'argent que sa mère lui avait laissé. Elle n'appartenait pas à ce monde, mais il ne l'intimidait plus. Caleb l'attendait à l'entrée, un sourire discret aux lèvres. « Bon retour, mademoiselle Brown. Prête pour le cirque? » Aussi prête que possible, répondit-elle. Il se pencha légèrement, baissant la voix. Il fait les 100 pas depuis 20 minutes. Elle éclata d'un petit rire. Parfait. Qu'il transpire un peu. Quand elle entra dans le bureau ovale, Elia se retourna si brusquement qu'il manqua de renverser une pile de dossiers. Pendant un instant, ils se fixèrent en silence, un silence chargé du souvenir de tout ce qu'ils avaient failli perdre. « Tu es venu » demanda-t-il doucement. « Tu m'as demandé de venir, » répondit-elle. « Et j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de me cacher des gros titres. » Il s'avança vers elle, un sourire au coin des lèvres. « Ce ne sera pas facile. Ils vont disséquer chaque regard, chaque mot. »« Je sais, » dit-elle. « Mais si j'ai pu ramper dans un avion en feu, je peux survivre à quelques micros. » Il rit, secouant la tête. « Tu as toujours parlé comme une soldate. »« Mécanicienne, » corrigea-t-elle. « On se bat avec des outils, pas des armes. »« Peu importe, » dit-il, la voix pleine de chaleur. « Tu m'as sauvé. » Tiana entra quelques minutes plus tard, sa tablette à la main. « Bon, les tourtereaux. Petit rappel de la réalité. Le briefing est dans 1 heure. Vous avez 3 options, nier, détourner ou définir. Je suppose qu'on opte pour la 3e. Imani arqua un sourcil. Définir? Contrôler le récit, expliqua Tiana. Dites-leur exactement ce que c'est. 2 personnes qui se sont rencontrées dans des circonstances extraordinaires, qui se respectent, et qui refusent de laisser la politique effacer l'humanité. Imani hocha la tête. Alors c'est ce qu'on fera. Parfait, répondit Tiana. Et une dernière chose, pas de larmes. C'est la vérité, pas une tragédie. Elia sourit. On va essayer. La salle de presse était bondée. Chaque siège occupé, les flashs crépitaient comme des éclairs. L'air vibrait d'une tension électrique, celle qui précède l'histoire, ou le scandale. Elia se tint derrière le pupitre, Imani à ses côtés. Calme. Résolu. Il commença lentement. Bonjour à tous. Il y a 2 mois, un avion s'est écrasé près d'un petit village en Caroline du Nord. J'étais à bord de cet avion. Et si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a refusé d'attendre la permission pour faire ce qui était juste. La salle était silencieuse, à part le cliquetis des obturateurs d'appareils photo. Il se tourna légèrement vers Imani. Voici mademoiselle Imani Brown. C'est une mécanicienne, une réparatrice, et l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Un murmure parcourut les rangs des journalistes. Certains griffonnaient frénétiquement, d'autres restaient figés. Elia poursuivit. Depuis cette nuit-là, j'ai compris que le leadership ne repose pas sur le contrôle, mais sur le courage. Mademoiselle Brown me l'a rappelé. Alors, lorsque l'enquête a révélé des fautes au sein de mon propre personnel, j'ai choisi la vérité, pas la manipulation. Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité, et je ne laisserai personne transformer l'intégrité en scandale. Ce qui s'est passé entre nous, l'amitié, le respect est quelque chose dont je suis fier. Il recula légèrement, laissant la place à Imani. Elle hésita un instant, puis s'avança vers le micro. Je ne suis pas politicienne, dit-elle. Je n'ai pas de mots sophistiqués. Mais je connais les machines, et les gens ne sont pas si différents. Quand on ignore un problème, il finit par se briser. Quand on le répare avec soin, il fonctionne mieux qu'avant. C'est tout ce que j'ai fait cette nuit-là. J'ai réparé ce que je pouvais. Un silence total suivit. Puis elle esquissa un léger sourire. Et si le fait d'être moi-même met certains mal à l'aise, peut-être devrait-il se demander pourquoi.
Un léger applaudissement retentit du fond de la salle, un journaliste, puis un autre. La gorge d'Elia se serra. Il n'avait pas prévu d'émotion, mais la fierté le submergea. Le lendemain matin, les gros titres envahirent tout. Courage et franchise, le président et la mécanicienne héroïne s'adressent à la nation. Pas de scandale, mais de la sincérité. Amour ou leadership, l'Amérique voit les deux. Le ton avait changé. Les rumeurs s'étaient transformées en admiration. Même DeAndre King, désormais salué comme le journaliste ayant déclenché une ère de transparence, publia un éditorial intitulé « Quand la vérité triomphe ». Et dans le calme de son appartement temporaire à Washington, Imani put enfin respirer. Mais tout le monde ne célébrait pas. De l'autre côté de la ville, dans un luxueux Penthouse, Vanessa Drie jeta son téléphone sur le canapé. Comment fait-elle pour toujours s'en sortir? Siffla-t-elle. C'est une mécanicienne, bon sang. Son assistante, nerveuse, répondit. Le public l'adore. Le récit est intouchable maintenant. Les yeux de Vanessa se plissèrent. Rien n'est intouchable. Trouve-moi quelque chose. Une faille, un secret, n'importe quoi. Mais il n'y en avait pas. Pour une fois, les ragots ne faisaient pas le poids face à la grâce. Ce soir-là, Imani s'assit avec Tiana dans un café tranquille près de la Maison Blanche. La foule s'était dispersée, même si certains la reconnaissaient encore de la télévision. Tiana but une gorgée de café. Tu t'en es bien sortie, gamine. Le pays entier est tombé amoureux de toi. Imani rit doucement. Espérons que ça dure. Oh, ça durera, répondit Tiana. Tu leur as donné quelque chose de vrai. Et dans cette ville, le vrai, c'est rare. Imani pencha la tête. Et toi? Tu as toujours cru en moi, même quand tout le monde doutait. Tiana esquissa un sourire en coin. S'il te plaît, je lis les gens pour vivre. J'ai su dès le départ que tu n'étais pas là pour la gloire. Tu étais là parce que tu ne peux pas ne pas réparer les choses. Imani sourit. Coupable. À ce moment, son téléphone vibra. Elle ouvrit le message et resta figée. Expéditeur, doyen Harold Whittaker. Objet, notification de bourse. Chère Mademoiselle Brown, nous avons le plaisir de vous informer que votre proposition de recherche indépendante sur l'ingénierie appliquée et l'innovation mécanique a été sélectionnée pour le programme national de bourse 2026. Bourse complète, inscription universitaire immédiate si vous acceptez. Félicitations. Votre travail parle plus fort que n'importe quel titre. Ses yeux se remplirent de larmes. Cette fois, elle ne les retint pas. Tiana jeta un œil à l'écran et sourit. On dirait que le monde te rend enfin justice. Imani rit à travers l'émotion. Ou peut-être qu'il ne fait que rattraper son retard. Plus tard ce soir-là, Elia la retrouva près du South Portico Garden, à l'endroit même où ils avaient marché autrefois sous les rosiers. J'ai entendu la nouvelle, dit-il les mains dans les poches. Tu as obtenu la bourse. Elle sourit. Tu ne m'as même pas laissé t'annoncer la nouvelle. J'ai de bonnes sources, plaisanta-t-il. Ne me dis pas que Caleb t'a encore balancé? Il rit. Disons que j'ai désormais une équipe loyale. Ils marchèrent côte à côte sous la lueur de la lune, en silence un moment. Alors, tu vas l'accepter? Demanda-t-il. Oui, répondit-elle. Parce qu'il est temps. Mais je ne fuis plus rien, cette fois. Bien, dit-il doucement. Parce que moi non plus, je ne me cache plus. Elle le regarda. Alors, maintenant? Il s'arrêta, se tourna vers elle. Maintenant, on construit. Ensemble. Tu vas étudier, je vais servir. Et on continuera à prouver que la vérité et l'amour n'ont pas besoin de permission pour exister. Elle sourit, le cœur plein. Voilà quelque chose qui mérite d'être réparé. Elia rit doucement. Marché conclu, mademoiselle la mécanicienne. Sous les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur première rencontre, une brise fit danser le parfum des roses. La ville bruissait autour d'eux, mais à cet instant, rien d'autre ne comptait. Pour la première fois, ils ne combattaient plus l'histoire. Ils l'écrivaient ensemble. Le semestre d'automne s'ouvrit dans une atmosphère pleine de promesses. Sur les marches de l'Institut Polytechnique National, Imani tenait son emploi du temps et un mince dossier de notes de projet. Voir son nom imprimé sur la liste des étudiants lui semblait encore irréel. Autour d'elle, les étudiants couraient entre les cours, leur rire résonnant contre les bâtiments de verre.
La plupart n'avaient aucune idée que la femme en jean et bottes de travail avait autrefois rampé à travers les débris pour sauver un président. Et elle préférait que ce soit ainsi. Pour la première fois depuis le crash, elle n'était plus l'histoire. Elle était simplement une étudiante, avec un rêve et un plan. Son premier cours était système mécanique avancé, enseigné par un ancien ingénieur de la NASA, qui commençait toujours par « Si ça ne te met pas au défi, ça ne peut pas te changer ». Imani souriait à chaque fois. Elle en savait quelque chose. Pendant ce temps, à 2 miles de là, l'aile ouest de la Maison Blanche vibrait d'une nouvelle énergie. Elia avait changé, même si peu savait dire exactement comment. La même précision, le même charisme, mais la froideur avait disparu. Il parlait plus librement, riait en réunion, posait des questions inattendues. Lors d'un briefing, un sénateur se moqua de son projet d'investissement rural. Elia se pencha en arrière et répondit calmement. « Quand avez-vous vu pour la dernière fois du potentiel dans un endroit qui ne ressemblait pas au vôtre ?» Personne ne répliqua. Il était différent, parce qu'elle l'avait changé. Un soir, Imani arriva à la Maison Blanche pour une réunion prévue sur le projet de pont technologique rural. L'initiative avait rapidement pris de l'ampleur. Des dons d'entreprises d'ingénierie, des offres de mentorat d'université et des sites pilotes dans 4 États du Sud. Dès qu'elle passa la porte de sécurité, Caleb l'accueillit avec son habituel demi-sourire. « Mademoiselle Brown, dit-il, de retour pour tout bousculer ? Il faut bien que quelqu'un le fasse, répondit-elle. En marchant dans le couloir de marbre, elle remarqua la chaleur subtile dans les salutations du personnel. Quelques mois plus tôt, elle se sentait étrangère ici. Désormais, les gens la saluaient avec respect et familiarité. Lorsqu'elle entra dans la salle Roosevelt, Elia était déjà là, cravate desserrée, manches retroussées, une pile de dossiers devant lui. Il leva les yeux et sourit. « Mon ingénieur préféré. J'espère que tu dis ça à tous tes conseillers, plaisanta-t-elle. Seulement à ceux qui font vraiment avancer les choses. » Elle posa son sac à dos à côté d'une chaise. « Alors, quoi de neuf ?» Il désigna l'écran où s'affichaient des plans et des croquis de sites. « Nous avons obtenu des engagements du département de l'énergie, de 3 grandes entreprises et de plusieurs universités noires historiques, HBCU. »« Tu as fait ça, dit-elle. »« Nous l'avons fait, » la corrigea-t-elle. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une compréhension silencieuse. Leur partenariat dépassait désormais la politique et les sentiments. C'était devenu une mission commune. Plus tard, après la fin de la réunion, alors que le personnel quittait la salle, Elia resta en arrière. « Tu sembles à ta place ici, » dit-il doucement. « Peut-être parce que je n'essaie plus de m'intégrer, » répondit-elle. « J'essaie juste d'être là où le travail a du sens. » Il hocha la tête. « Tu as toujours eu ta place. » Elle le regarda, la voix douce. « Tu sais, ça m'effraie encore parfois, la vitesse à laquelle tout ça s'est enchaîné. » Il se pencha en arrière, pensif. « Tu as ramené sur terre un homme qui vivait dans les nuages. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu es la raison pour laquelle je tiens debout. » Imani esquissa un sourire. « Ce n'est pas juste. J'ai peur, moi aussi. Je ne m'arrête juste pas. C'est pour ça que je... » Il s'interrompit, inspira profondément, puis reprit. « C'est pour ça que je te fais confiance pour ça. » Il lui tendit une chemise scellée. À l'intérieur, un projet de décret présidentiel autorisant un financement permanent pour le programme de pont technologique rural. Elle resta sans voix. « Tu es sérieux ? » « Très. Ce n'est pas de la charité. C'est de l'infrastructure. Si on veut reconstruire le pays, il faut commencer par les gens qui savent réparer, pas seulement en parler. » Elle leva les yeux, le cœur gonflé d'émotion. « Elia, ça change tout. »« Parfait, » répondit-il avec un sourire. « J'en ai assez que rien ne change. » Ce soir-là, en rentrant à son petit appartement près du campus, l'esprit d'Imani bouillonnait d'idées. La ville brillait sous le ciel d'automne, les routes formant des veines de lumière. En passant devant des affiches à son effigie, vestiges de la frénésie médiatique passée, elle ne détourna pas le regard. Son téléphone vibra. C'était Tiana. « Fille, je viens de voir le projet de décret, » dit-elle, la voix pleine d'excitation. « Il va vraiment le faire. »« Oui, » répondit Imani. « Il va vraiment le faire. Tu sais ce que ça veut dire ? Le prochain gros titre ne parlera pas d'amour, mais de révolution. » Imani rit doucement. « J'y croirai quand je le verrai. »« Tu le verras,
affirma Tiana. Et quand ce sera le cas, souviens-toi de celle qui a raconté l'histoire comme il faut. Je n'oublierai pas. Bien. Maintenant dors un peu. Tu as tout un pays à éduquer demain. Les semaines passèrent. Le premier laboratoire pilote de technologie rurale ouvrit dans le Mississippi. Un ancien entrepôt transformé, rempli de moteurs recyclés, de kits informatiques, et d'adolescents aux yeux brillants, prêts à apprendre. Elia envoya personnellement les photos à Imani. Des enfants en salopette, levant leurs clés à molette comme des trophées. Elle les contempla longtemps après la disparition du message, réalisant que leur histoire dépassait désormais leur devis. Mais tout n'était pas simple. L'opposition au Congrès qualifia le projet de dépense inutile. D'autres murmuraient qu'Elia utilisait ses sentiments personnels pour influencer les politiques publiques. Lorsqu'un chroniqueur particulièrement virulent la traita de distraction en casque de chantier, Imani ne répondit pas. Elle continua simplement à travailler. Elia, lui, l'avait remarqué. Lors d'un appel tard dans la nuit, il dit « Tu sais, tu n'es pas obligée de rester silencieuse quand il parle comme ça. »« Ça ne me dérange pas, » répondit-elle. « Chaque minute qu'il passe à parler de moi est une minute qu'il ne passe pas à réparer ce qui est cassé. » Il sourit à travers le téléphone. « Tu ferais une excellente présidente. »« Ne commence pas, » plaisanta-t-elle. Un seul suffit. En décembre, le programme de pont technologique rural avait doublé son financement. L'article le plus récent de DeAndre King, intitulé « La femme qui a changé Washington sans jamais se présenter », devint viral. Elia le lut dans Air Force One pendant un déplacement régional, souriant à une phrase. Cette nuit-là, elle n'a pas seulement réparé un avion, elle a réparé notre foi en ce que signifie vraiment le courage. Il l'appela aussitôt. J'ai lu l'article de DeAndre. Ah oui? Et qu'en as-tu pensé? Je crois que c'est la première fois que je vois mon histoire racontée comme il faut. Elle resta silencieuse un instant, émue. Moi aussi. Il hésita. Tu sais, on a construit quelque chose de plus grand que la politique. Mais je me demande parfois quand il sera permis d'arrêter de prétendre qu'on n'est que des collègues. Elle rit doucement. Elia, le pays entier pense déjà qu'on est ensemble. Alors peut-être qu'on devrait le rendre officiel, dit-il à moitié sérieux. Elle sourit. Construisons encore quelques laboratoires d'abord. Ensuite, on parlera d'étiquette. Une nuit de décembre, alors que la neige tombait sur le campus, Imani travaillait tard dans le laboratoire universitaire. Un coup retentit à la porte vitrée. Elle leva les yeux, c'était Elia. « Elia » s'étonna-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il haussa les épaules, un sourire au coin des lèvres. « Tu as dit que je devais voir ce que tu construis. Tu as pris l'avion juste pour ça? J'avais besoin d'une pause diplomatique. » Elle éclata de rire. « Tu es ridicule. » Il s'avança doucement, les yeux doux. « Je suis sérieux. Chaque jour, je prononce des discours sur l'avenir, mais toi, tu es en train de le construire, et je voulais le voir de près. » Elle désigna un prototype de drone sur le plan de travail. « Ce n'est pas glamour. Juste fonctionnel. C'est ça que j'adore, dit-il. Ça fonctionne. » Il s'approcha encore, la voix basse. « Tout autour de moi, c'est de la performance. Mais ça, c'est réel. Et toi, tu ne le es pas. » Elle murmura en souriant. « Tu vas me faire oublier que je suis censé finir ce câblage. » Il éclata de rire, puis tendit la main vers elle. « Tu as déjà câblé assez de cœurs pour une vie entière. » Elle le repoussa en riant. « La flatterie n'est pas de l'innovation, monsieur le président. » Il lui serra doucement les doigts. « Non, mais ça me garde humain. » Ils restèrent là sous la lueur blanche des lumières du laboratoire, le bourdonnement des machines formant un rythme doux sous leur rire. Pour un rare instant sans barrière, ni politique ni apparence n'existaient. Juste deux personnes, toutes deux bâtisseuses à leur manière, réécrivant silencieusement ce que pouvait être un partenariat. Quand Elia partit, l'aube se levait. Imani regarda sa voiture disparaître dans la rue, un doux pincement au cœur. Elle se tourna vers son tableau de projet, les yeux brillants de détermination. Il construisait quelque chose qui comptait. Pas un fantasme, mais un avenir. Et cette fois, il ne se cachait pas. L'hiver s'installa sur Washington comme un mince voile d'argent. La neige s'accumulait le long des marches du Capitole, adoucissant même les angles les plus durs du marbre. À l'intérieur, la Maison-Blanche bourdonnait d'une tension silencieuse,
celle qui n'est non du chaos, mais de l'attente qui le suit. Pendant des mois, Elia avait refusé que l'enquête sur Marcus Hugues devienne un cirque médiatique. Pas d'audition mise en scène, pas de discours enflammés, juste des faits, ligne par ligne, jusqu'à ce que la vérité puisse se tenir seule. Cette vérité était maintenant prête. Le matin de l'examen interne, Elia se tint devant le miroir, ajustant calmement sa cravate bleu marine. Il ne ressentait aucune revanche, juste une détermination tranquille. Le leadership n'était pas une question de vengeance, mais de clarté. Caleb frappa une fois et entra. « Ils sont prêts pour vous, monsieur. » Séance à huis clos. Personnel essentiel uniquement, plus le comité de supervision. Elia hocha la tête. « Merci. » Il s'arrêta à la porte. « Caleb, quoi qu'il arrive aujourd'hui, merci d'avoir tenu bon. » Caleb acquiesça brièvement. « Vous avez fait de même, monsieur. C'est pour ça que servir a encore un sens. » Dans le couloir, la salle de conférence était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de l'enregistreur. Marcus Hugues était assis à l'extrémité de la table, posture rigide, yeux fatigués mais défiants. Il semblait plus petit que dans le souvenir d'Elia, non par stature, mais par certitude. L'investigatrice principale, Dr. Patrice Monroe, était assise en face, dossier soigneusement empilé. Sa voix était calme et professionnelle, mais l'air portait un sentiment de finalité. « Monsieur Hugues, commença-t-elle, selon nos conclusions, nous avons confirmé que les journaux de maintenance du jet présidentiel ont été altérés par votre chaîne d'autorisation. 2 membres du personnel ont témoigné avoir suivi vos directives, pensant qu'il s'agissait de procédures de routine. » Marcus croisa les mains. « Je n'ai jamais voulu nuire. Je protégeais l'administration d'un défaut de conception. Nous ne pouvions pas risquer un scandale. » Les yeux de Patrice se plissèrent. « Vous avez mis des vies en danger. » Il se tortilla sur sa chaise. « Je ne pensais pas qu'il allait s'écraser. Ce n'était qu'un vol d'essai. » La voix d'Elia, calme mais tranchante, s'éleva. « Et vous pensiez que jouer à Dieu avec les procédures, c'était du leadership. » Marcus souffla lentement. « Je pensais que me charger de vous rendre intouchable était mon rôle. »« Non, dit Elia, votre rôle était de servir la vérité, pas de la manipuler. Vous vouliez le contrôle, Marcus, et le contrôle sans conscience, c'est le chaos. » Pour la première fois, le visage de l'homme âgé s'adoucit. « Tu as changé, Elia. »« J'ai grandi, » répondit simplement Elia. « Tu m'as enseigné la moitié de cette leçon. Voici l'autre moitié. » L'investigatrice referma le dossier. « Effet immédiat, votre habilitation est révoquée. Vous recevrez un avis officiel de licenciement et un examen de votre éthique professionnelle. Aucun chef d'accusation pénale n'a été déposé, mais votre carrière dans la fonction fédérale est terminée. » Marcus hocha la tête avec rigidité. « Compris. » En se levant pour partir, il s'arrêta à la porte et se retourna vers Elia. « Pour ce que ça vaut, elle vous a changé. Cette fille. » Elia soutint son regard avec calme. « Elle m'a rappelé pourquoi j'avais commencé tout ça. » Dehors, Tiana attendait, tablette pleine de brouillons pour le communiqué de presse. Elle leva les yeux à l'ouverture de la porte, lisant son expression avant même qu'il parle. « C'est fait, dit-il. » Elle hocha lentement la tête. « Victoire silencieuse, mon type préféré. Restons-en là, dit Elia. Pas d'humiliation, pas de spectacle, juste la vérité. » Tiana esquissa un léger sourire. « C'est désormais ta marque. » Plus tard dans l'après-midi, le communiqué officiel fut publié. Suite à un examen interne, le chef de cabinet Marcus Hugues a été licencié pour manquement dans la supervision de la maintenance. Le président salue l'intégrité de ceux qui ont respecté les normes appropriées d'investigation et de transparence. Pas de scandale, pas de manipulation, juste des faits, clairs et sans artifice. La réaction du public fut étonnamment calme. La plupart des gens respectèrent cette retenue. L'approbation de l'administration remonta lentement mais sûrement. La vraie victoire, toutefois, n'était pas dans les sondages. Elle était dans la paix. Ce soir-là, Imani se tenait sur une scène d'un centre communautaire du centre-ville, entourée de lumières vives et de regards ébahis. La banderole derrière elle affichait « STM Future Girls Who Build ». La foule était principalement composée de jeunes élèves de collège et lycée, beaucoup venant de quartiers comme le sien. Leurs mains se levèrent avec des questions avant même qu'elles ne commencent.
Comment avez-vous su quoi faire quand l'avion s'est écrasé? Demanda une fille, essoufflée. Imani sourit. Je ne savais pas. J'ai juste fait ce que je savais faire. Réparer des choses. Parfois, le monde paraît trop grand, mais chaque gros problème n'est qu'une série de petits problèmes attendant d'être résolus. Une autre voix. C'est comment d'être, vous savez, célèbre? Elle rit. Honnêtement, surestimé. Être utile, c'est mieux. La salle éclata de rire, mais l'admiration sur leur visage était sincère. Quand sa présentation se termina, des dizaines de filles firent la queue pour la rencontrer. Certaines apportaient des carnets, d'autres voulaient juste la serrer dans leurs bras. Une voix timide s'éleva au fond. Mademoiselle Brown, avez-vous jamais peur? Imani regarda la fille, peut-être 12 ans, les yeux pleins d'espoir. Tout le temps, répondit-elle. Mais le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, c'est se montrer quand même. On ne peut pas réparer ce dont on fuit. La fille hocha la tête, sourire déterminé. Et en regardant cette foule, Imani réalisa quelque chose. Ni les caméras, ni les dîners à la Maison-Blanche, ni même l'amour qu'elle avait trouvé n'était sa plus grande récompense. C'était le son de la possibilité multipliée. De retour chez elle ce soir-là, Elia l'attendait sur le perron de son immeuble, le col de son manteau relevé contre le froid. Je croyais que les présidents ne traînaient pas dehors, taquina-t-elle. Les présidents attendent les gens qui comptent, répondit-il. Elle sourit en déverrouillant la porte. Tu aurais pu appeler. Je voulais voir ton visage, admit-il. Comment s'est passée la conférence? On a écouté, dit-elle simplement. Et ça a été mieux que tout, acquiesça-t-il. Tu changes des vies, Imani. Toi aussi, peut-être, murmura-t-elle. Mais toi, tu fais que ça ait du sens, répondit-il doucement. Ils montèrent jusqu'à son appartement où les lumières du centre-ville scintillaient faiblement à travers la fenêtre. Elia regarda autour d'eux, le plan de travail encombré, les outils, le carnet rempli de croquis. Tu ne cesses jamais de construire, n'est-ce pas? Je hausse les épaules. C'est comme ça que je reste ancré. Alors peut-être que je devrais apprendre. Plus tard, assis côte à côte sur son petit canapé, ils observaient les lumières de la ville pulser au rythme de leur respiration. Pour une fois, aucun des deux n'avait besoin de combler le silence. Enfin, Elia dit. Tu sais, je crois que Marcus avait raison sur une chose. Elle fronça les sourcils. Sur quoi? Tu m'as changé. Je pensais que le pouvoir signifiait contrôle. Maintenant je sais que ça signifie abandon, à la vérité, aux gens, à l'amour. Imani se tourna vers lui, voix douce. Tu ne t'es pas abandonné, Elia. J'ai évolué, dit-il en riant. Ça fait un meilleur titre. Elle sourit, posant sa tête contre son épaule. Je n'essaie pas de faire la une. Bien, murmura-t-il. Juste l'histoire. Le lendemain matin, la une de la Chronicle montrait une seule photo, non des audiences ou des démissions, mais d'Imani à l'événement STEM, entourée de jeunes filles tenant des clés comme des médailles. La légende. De mécanicienne à mentor, Imani Brown enseigne à la prochaine génération à reconstruire leur monde. Elia gardait une copie de ce journal dans sa serviette. Chaque fois que le stress revenait, le bruit, la politique, les exigences sans fin, il l'ouvrait pour se rappeler pourquoi tout cela comptait. Une semaine plus tard, il convoqua une conférence de presse dans la East Room, non pour se défendre, non pour se justifier, mais pour célébrer. Je me tiens devant vous, dit-il au journaliste. Pas pour marquer une fin, mais pour reconnaître un début. Le Rural Tech Bridge a ouvert 6 nouveaux laboratoires, formé plus de 200 jeunes innovateurs et nous a rappelé que le leadership consiste à construire, pas à se cacher. Et j'endosse cette leçon à quelqu'un qui m'a appris qu'on commence à réparer même des systèmes brisés par la confiance dans les gens. Il ne la nomma pas. Il n'en avait pas besoin. Chaque caméra se tourna vers Imani au premier rang, son sourire radieux mais humble. Tiana croisa son regard de l'autre côté de la salle, mimant. Je te l'avais dit. Cette nuit-là, alors que la neige recommençait à tomber sur la ville, Imani et Elia se tenaient sur le toit de la Maison-Blanche. La ville scintillait en dessous, vivante et infinie. Tu penses encore à cette nuit? Demanda-t-elle. Chaque fois qu'il pleut, répondit-il. Mais maintenant, ça ne me fait plus peur. Elle glissa sa main dans la sienne. C'est parce qu'on a transformé un crash en fondation. Il sourit. Et a construit quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. En dessous,
Le monde continuait de tourner. Mais pour une fois, l'histoire n'appartenait ni au ragot ni au pouvoir. Elle appartenait à la grâce. Silencieuse, complète, juste comme la justice devrait l'être. L'air de Cypress Village sentait la terre humide et les nouveaux départs. 1 an s'était écoulé depuis le crash. 1 an depuis la nuit où le ciel s'était ouvert et avait changé le cours de plus d'une vie. Maintenant, la même route qui avait accueilli l'épave portait des banderoles. Rural Tech Bridge, 1 an de construction d'avenir. Les habitants n'avaient jamais vu autant de voitures alignées le long des allées bordées de cyprès. Journalistes, officiels, étudiants universitaires et familles s'étaient rassemblés sur le terrain qui avait été le site du crash. Là où le métal tordu gisait autrefois, un nouveau bâtiment élégant se dressait, le Cypress Maker Lab, construit avec des panneaux solaires, de l'acier recyclé et une fresque peinte par les enfants du coin. Au centre, Imani Brown se mouvait à travers la foule comme quelqu'un qui avait bouclé la boucle. Ses cheveux étaient tressés dans le dos, sa combinaison d'un simple bleu indigo, avec son nom brodé sur la poche, chiffonginé. La vue de tout cela fit murmurer et sourire de fierté les gens. Elle s'arrêta près de la scène pour aider une jeune bénévole à fixer un câble d'alimentation desserré. « Vérifie toujours ton fil de terre », dit-elle doucement. « Oui, madame », répondit la fille. Une voix derrière elle dit. « Toujours en train de sauver la situation, je vois. » Imani se retourna et son sourire s'élargit. Elia Ward se tenait là, non pas en uniforme présidentiel bleu marine, mais dans une chemise blanche simple aux manches retroussées, un blazer gris clair, et une petite broche à revers portant uniquement le mot Integrity, sans drapeau. Il avait l'air détendu, presque radieux, le poids de la fonction n'atténuant plus sa chaleur. Caleb suivait discrètement derrière lui, observant la foule avant de faire un discret pouce levé. « Tu y es arrivé » dit Imani. « Je l'avais promis » répondit Elia. « Et je tiens mes promesses. »« Tu es sûr que ce n'est pas un cauchemar pour la sécurité » taquina TL. « Mon équipe a vu pire. Au moins, cette fois, personne ne rampe sous une aile en flammes. »« Dieu merci » dit-elle en secouant la tête. Alors que le festival commençait, rire et musique remplissaient l'air. Des tambours se mêlaient aux harmonies gospel. L'odeur du barbecue flottait dans la foule. Les enfants couraient entre les stands présentant des kits solaires, de petits moteurs et des bras robotiques construits à partir de pièces récupérées. Tiana Brox arriva ensuite, téléphone en main, gérant les livestreams et les angles de presse avec une aisance professionnelle. « Imani, tu as 27 médias qui couvrent ça » dit-elle en souriant. « La moitié du pays regarde ton petit village en ce moment. Alors ils vont bientôt voir à quoi ressemble le vrai travail » répondit Imani en riant. Tiana se tourna vers Elia. « Monsieur le Président, vous êtes à nouveau tendance. Pour les bonnes raisons cette fois ?» Il haussa un sourcil. « Les bonnes raisons, seulement quand tu te tiens à côté d'elle » répondit Tiana en clignant de l'œil. Non loin, DeAndre King griffonnait des notes dans son carnet en cuir usé. Il ne courait pas après les gros titres aujourd'hui. Il documentait un héritage. La une du lendemain dirait « Du désastre à la Renaissance, le village qui a reconstruit la foi de l'Amérique ». Lorsque la foule se rassembla pour la cérémonie de coupure du ruban, Thomas Brown monta d'abord sur le podium. Sa voix portait cette autorité calme qui vient des années de Grèce, de sueur et de patience. « La plupart d'entre vous connaissaient ma fille avant le reste du monde, » dit-il en souriant légèrement. « Elle a réparé vos tracteurs, remis vos lignes électriques en état, peut-être emprunté vos outils et oublié de les rendre. » Des rires roulèrent dans le champ. « Mais elle nous a tous enseigné quelque chose de plus grand. L'endroit où vous commencez ne détermine pas où vous finirez. Ce qui compte, c'est le travail que vous fournissez et le cœur que vous y mettez. » Il regarda Imani, la fierté adoucissant son regard. « Tu as honoré ta maman, ma fille. Elle hurlerait de joie depuis le ciel aujourd'hui. » Imani cligna des yeux, retenant ses larmes tandis que la foule applaudissait. Vint ensuite Tiana, qui présenta le partenariat entre le gouvernement et la nouvelle fondation. « Ce laboratoire n'est pas seulement un bâtiment, » dit-elle. « C'est un pont entre les mains et les esprits, entre ce qui est oublié et ce qui est possible. » Puis elle sourit à Imani. « Et il a été construit parce qu'une femme a refusé de croire que l'endroit d'où elle venait la rendait moins qualifiée pour bâtir quelque chose de meilleur. » La foule éclata en acclamations, certains criant son nom. Le cœur d'Imani battait d'un mélange de joie et d'humilité. Enfin,
Elia s'avança vers le micro. Le chant se tut instantanément. Les caméras zoomèrent, mais pour une fois le spectacle ne paraissait pas mis en scène. Il y a 1 an, ce chant était fumé, boue et chaos. Je me souviens du bruit. Le métal hurlait, le vent rugissait. Je me souviens avoir pensé, c'est fini. Mais alors, dans l'obscurité, quelqu'un a tendu la main et a refusé de me laisser mourir. Cette personne se tient ici. Il se tourna vers Imani, la voix pleine mais stable. Et depuis cette nuit, elle n'a pas cessé de sauver des vies, pas seulement la mienne. Chaque jeune esprit qui entre dans ce laboratoire, chaque enfant qui prend une clé plutôt que d'abandonner, porte son feu. La foule oscillait entre admiration et affection. Elia esquissa un léger sourire. La vérité, c'est que le leadership ne se trouve pas dans les palais ou dans les sondages. Parfois, il se trouve dans le garage d'une petite ville, dans quelqu'un qui regarde l'impossible et dit « Laissez-moi réparer ça ». Il fit une pause, laissant le silence respirer avant de conclure. Alors aujourd'hui, je ne me tiens pas devant vous comme votre président. Je me tiens comme un homme qui a appris ce que le courage signifie vraiment, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui n'a jamais demandé le pouvoir, mais l'a utilisé mieux que quiconque que je connaisse. Les applaudissements commencèrent doucement, puis devinrent un rugissement qui roula à travers le champ comme le tonnerre. Les yeux d'Imani brillaient tandis qu'il s'éloignait du podium pour prendre les ciseaux cérémoniels. Elle le rejoignit, leurs mains se frôlant en les tenant ensemble. « Prête » demanda-t-il doucement. « Toujours ensemble » répondit-elle. Ils coupèrent le ruban. La foule explosa. Des feux d'artifice éclatèrent dans le ciel bleu, des confettis jaillirent en couleurs vives. La musique monta, tambour, cor, acclamations, et pour un instant, il sembla que le monde entier s'était réuni pour honorer non pas la richesse ou le pouvoir, mais la décence et le cœur. Quelques heures plus tard, le soleil se coucha, baignant le village dans une lumière dorée. Les invités officiels commencèrent à partir, mais Imani resta avec Elia, marchant sur le vieux chemin de terre bordé de cyprès, le même qu'elle avait emprunté la nuit du crash. Le bourdonnement du festival s'éloigna, se fondant dans le silence du crépuscule. Cet endroit sent encore l'huile et la pluie, dit Elia en souriant. C'est l'odeur de la survie, répondit Imani. Ils s'arrêtèrent près d'un petit panneau en bois, une simple plaque commémorative gravée, à ceux qui réparent ce que les autres abandonnent. Elia s'agenouilla brièvement, traçant les mots du doigt. Tu as choisi la bonne inscription. C'est ce que maman disait, murmura Imani. Elle réparait les radios, les lampes, même les cœurs si elle le pouvait. Elle disait que tout mérite une chance de plus. Il leva les yeux vers elle, doux. C'est ce que tu m'as donné. Le moment s'étira, silencieux et doré. Puis Elia plongea la main dans la poche de sa veste. J'allais attendre, dit-il. Mais quelque chose me dit que c'est le seul endroit où ça a du sens. Imani fronça légèrement les sourcils. Attendre quoi? Il sourit, sortant une petite boîte. Son souffle se coupa. À l'intérieur, nichée dans du velours, se trouvait une bague, ni grandiose ni scintillante, mais faite main, argentée et entrelacée de cuivre, deux métaux plus forts ensemble que séparément. Elia, murmura-t-elle. Il s'avança, voix basse et ferme. Ce n'est pas une question de politique. Ce n'est même pas une question de promesse. C'est choisir chaque jour, de la même manière que tu choisis de réparer ce qui est brisé. Tu m'as appris que l'amour n'est pas de la chance, c'est du travail. Il ouvrit complètement la boîte. Alors je te demande, veux-tu continuer à construire avec moi? Ses yeux se remplirent de larmes, coulantes maintenant librement. Oui, dit-elle, riant à travers elle. Oui, je le veux. Il glissa la bague à son doigt, leurs mains tremblant dans la lumière douce. Ajustement parfait, murmura-t-il. Elle sourit en s'essuyant la joue. C'est parce que ce n'est pas acheté en magasin, grinça-t-il. Nous non plus, répliqua-t-elle avec un sourire. Ils retournèrent vers le champ, main dans la main. La musique s'était calmée, adoptant un rythme doux. Un trio de jazz local jouait sous le chapiteau. Thomas Brown les aperçut et sourit largement, secouant la tête. Il était temps, dit-il en tirant Elia dans ses bras avant de se tourner vers sa fille. Tu es sûr de savoir à quoi tu t'engages? Plutôt sûr, répondit-elle. Thomas hocha la tête avec approbation. Bien. Souviens-toi juste que les présidents prennent leur retraite. Les mécaniciens, non. Tout le monde éclata de rire. Non loin,
Caleb s'appuyait contre un poteau de clôture, observant avec une fierté discrète. Tiana filmait la foule avec soin, sa légende déjà formée dans sa tête. Un amour qui construit plutôt que qui brûle. De André griffonna sa dernière note de la journée. Parfois, la plus grande réparation se fait sur le cœur humain. Alors que le crépuscule s'approfondissait, des lanternes éclairaient le chemin vers le laboratoire des makers. Les enfants jouaient encore dans l'herbe, leurs rires résonnant comme des carillons. Imani leva les yeux vers les étoiles commençant à éclore au-dessus d'elle, les mêmes qu'il avait observées la nuit où tout avait changé. Elia suivit son regard. « Tu penses parfois à tout ce qui a du mal tourner pour que nous trouvions ce qui est juste ? » « Tout le temps, répondit-elle. Mais peut-être que c'est ça, les miracles. Des erreurs qui deviennent significatives. Il sourit doucement. Alors, à chaque fil brisé, chaque tempête, chaque crash. Et à chaque réparation, ajouta-t-elle en le regardant. Plus tard, alors que la foule s'éclaircissait et que la nuit s'installait pleinement, les lumières du nouveau laboratoire brillaient calmement derrière eux. Preuve que des décombres peut naître quelque chose de durable. Ils se tenaient ensemble au bord du champ, doigts entrelacés. Plus de discours. Plus de caméras. Juste 2 personnes. La mécanicienne qui a refusé d'abandonner. Et l'homme qui a appris que la vérité ne diminue pas l'amour. Elle le définit. Au loin, une voix d'enfant cria. « Maman, c'est la dame qui a sauvé le président. » Et une autre répondit. « Non, c'est la dame qui a construit tout cet endroit. » Imani rit doucement. « Je prends cette version. » Elia serra sa main. « Moi aussi. » Le vent bruissait dans les cyprès, les mêmes qui s'étaient jadis inclinés sous le feu et la pluie, et qui maintenant se tenaient droits, murmurant sous la lumière de la lune. Le crash avait fermé un chapitre, mais la réparation en avait écrit un meilleur. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus du village qui avait appris à la nation à espérer à nouveau, une vérité restait claire et simple. Le caractère avant le statut, la vérité avant le spin, l'amour qui se choisit chaque jour. Voici la fin de l'histoire. Si j'ai réussi à illuminer votre journée, commentez. Monsieur, vous avez illuminé ma journée.